Siroutons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous et bienvenue dans ce petit live Twitch et enregistrement de podcast en direct. Hop, je vais passer sur ma caméra, nickel. Aujourd'hui, je reçois une jeune brasserie, c'est la brasserie Noiseless. Alors attendez, je vais passer sur la caméra, comme ça on va vous voir les gars. Salut à tous les trois. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet assez rapidement, mais avant tout, je vais quand même me servir une bière. C'est important, je vois que vous êtes déjà équipés. Alors, ouais. Alors, je vais partir moi sur une bière du coup de chez vous hein, pour accompagner l'épisode. Je montre en même temps la caméra, je sais pas si ça se voit bien. Je suis sur la Smooth Neipa, une bière avec du houblon cachemire et sabro. Donc sabro qui est un houblon que les gens savent que je n'aime pas trop en général, mais je vais essayer de me réconcilier. Ouais, j'imagine. C'est vrai que c'est un houblon, je trouve, qui prend très très vite le dessus, mais hop. Je vais me servir ça. Et comme ça, je serai bien accompagné pour l'enregistrement. Pour faire les présentations, alors pour ceux qui sont sur le live Twitch ou qui voient la rediff, qui sont en vidéo de gauche à droite, on a Raphaël, Luc et Eric. Salut à tous les trois. Alors, la brasserie Noiseless, vous êtes une assez jeune brasserie, si je dis pas de bêtises. Hein, si vous avez commencé en 2020-2021 Janvier 2021, ouais, ok. Super. Ok. Et donc vous êtes basé, si je dis pas de bêtises, à Antibes. Ah, il y a Monsieur Culture Bière qui me dit on voit rien. Et si je fais ça, c'est peut-être mieux. Vous aussi, vous avez rien sur le retour. Et bah du coup, vous avez pas vu la magnifique bière au sabro et cachemire qui est là. Vous la voyez toujours pas. Bah pourtant. Non, je regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon là, non? C'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Alors attendez, je vais faire autre chose. Hop, ce sera plus simple comme ça pour moi. Et donc, bah voilà, maintenant on a bien l'image. Donc je reprends de gauche à droite Raphaël, Luc et Eric dans votre superbe local avec le logo de la brasserie au mur derrière. D'ailleurs, tous les trois très bien équipés aux couleurs. Ah bah, simple et efficace. Alors attends, maintenant Culture Bière me dit on n'a pas le son de Noiseless, mais c'est quoi cet enfer? Il ne se passe rien de bon. Alors comment c'est possible ça? Vous m'entendez bien de toute façon les gars. Ouais, je vous entends. Ou alors c'est Culture Bière qui me prank. Euh, J'essaie de comprendre ce qui peut se passer. Ouais. Alors, est-ce que ça peut être quelque part dans les paramètres de ma table de mixage qui a un truc foiré? On va regarder. Non, mais alors j'ai un truc. J'ai bien une option. Mais si je la désactive, je pense que vous allez avoir votre retour. Donc je vais essayer. Vous me dites. Vas-y, essaye. Est-ce que vous Oui, entendez effectivement, on a le retour. Ouais, vous avez Ouais. votre retour, ouais. Donc je pense que ça va pas marcher. Alors pourquoi il a pas votre son dans ce cas-là? Là, je l'ai enlevé, ouais. Parce que normalement, ça n'a pas d'incidence sur le live. Bah non. Bah s'il m'entend moi quand même, ça serait... Noiseless, ouais, c'est ça en fait, on est dans le thème. Euh, Ah, en effet, je vois que quand vous parlez, ça ne module pas sur mon truc. C'est étrange. Ah là, normalement, il devrait avoir ton audio. Ouais. Il nous entend? Normalement, là, ça devrait le faire. J'attends quand même qu'il nous le confirme dans le chat. Ouais. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, parfait. Heureusement qu'il est là. Ouais. Salut Raphaël, Vincent d'ailleurs. top. Et bah du coup, on reprend.
On refait les présentations et tout, ouais. Ouais, je pense qu'on va refaire à zéro, ce sera plus simple pour moi pour le montage ensuite. Mais pour le live, Yes. les aléas du direct. Hein. Ouais. Salut les Ça roule. gars. Donc je reprends Salut, de Alex. gauche à droite. Nous avons Raphaël, Luc et Eric de la brasserie Noiseless. C'est ça. Donc vous Salut. êtes basé à Antibes et la Ouais, brasserie dans le était vieil créée Antibes. dans le vieil Antibes, ok. Et vous êtes créé du coup depuis début 2021. Tout à fait, ouais, depuis janvier 2021. Ok. Tout Euh, jeune. Ouais, bah oui, carrément. D'ailleurs, c'est vrai que bon, on en parlera un peu plus tard, mais moi j'ai découvert vos bières grâce à Vincent qui est dans le chat, qui lui-même les a vraisemblablement découvertes grâce à quelqu'un un peu plus local. Et Ouais. voilà, donc ouais, pour reprendre, moi je me suis ouvert une petite Neipa au cachemire et sabro, donc c'est la Smooth Neipa. On reviendra un peu après aussi sur les appellations des bières, les différentes gammes que vous avez. Mais avant de débuter, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez peut-être me dire qui vous êtes, tous les trois petite présentation succincte. Qui on est? Alors, on s'est rencontrés au boulot, parce qu'on a un boulot en plus, quoi, à côté. On bossait à un moment donné pour la même boîte, et puis on a sympathisé, et en fait, on a commencé à se rapprocher de la bière, parce qu'on a vécu aux US. Alors, pas en même temps, un petit peu indépendamment. Raph a vécu à Chicago. Eric et moi, on voyageait pas mal dans la Nouvelle-Angleterre, quoi, vers Boston. Et moi, j'habite à Boston aussi. Ok. Et donc, du coup, là, on a commencé à se rapprocher de la bière, inévitablement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés autour de la bière, en fait. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Moi, je suis originaire d'Alsace, donc je suis un petit peu baigné dans ce milieu-là. Ouais. Ça fait partie des aspects locaux qui sont très importants en Alsace. Donc voilà, c'est comme ça que Tu baignes dans la bière. Ouais, la bière. Ouais, je pense C'est qu'après, baigne la bière. c'est ça. entre la bière alsacienne et la bière américaine, il y a dû y avoir un petit choc quand même. Il y a une grosse différence. Ouais. Il y a ces deux extrêmes, en fait, effectivement. Donc tous les trois, vous étiez déjà avant de vous lancer des bons beer geeks. Vous avez découvert la craft Ouais. aux US du coup. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, donc biberonné à la craft plutôt- américaine. Plutôt East Coast, Ouais. même des bonnes West Coast, bien West résineuses Coast, aussi. Hein, Harpoon, des trucs. Ouais, les Lagunitas, toi, Chicago, tu avais du Goose Island. Des Stones. Ouais, Stone, ouais. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est un peu notre background, quoi. C'est là que moi, je me souviens de ma première bière, ma première IPA, c'était quand même une Harpoon IPA Ouais. à Boston. C'était la grande révélation pour moi, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc complètement amer et puis finalement, quand on y revient, et puis on peut plus boire autre chose. on peut plus boire autre chose surtout. Puis on peut plus boire de Harpoon. Puis après, on peut plus boire des Harpoon. Moi, c'était une Sierra Nevada, je crois. Ouais. Les premières rencontres avec des IPA. Ouais, Sierra Nevada, c'est le Donc on a commencé à grand brasser. classique craft à la maison américain en petit à fait. petit. Hein? Sierra Nevada, c'est le grand classique de la craft américaine. Je pense que ça doit être une des brasseries qui fait le plus de volume en brasserie dite artisanale. Ouais, bien sûr, maintenant, oui. Oh, on en trouve même en France maintenant. Ah ouais, Ouais. partout dans les bars. C'est bien, du coup, vous avez un parcours un peu plus atypique que la plupart des personnes que je connais qui sont tombées dans la bière avec des Brewdog et compagnie. Quoi. Là, on est sur. C'est vrai que Brewdog, C'est venu plus tard. c'est venu Ouais, plus bah oui, tard, en forcément. fait. Putain, ouais. Ouais. C'est venu quand après on est retourné en France. Donc pendant un moment, on faisait la navette à chaque fois qu'on allait aux États-Unis en business trip. On remplissait des valises de canettes. Ouais. Sachant que la douane permet de ramener 36 litres de bière Par personne. par personne. Ouais, Ouais. donc à 3, ça va, Parce que ça commence à faire une petite quantité de Ouais, canettes. ça fait un bon truc. Donc on partait à la voiture de loc, on remplissait le coffre de canettes, on ramenait ça, on enregistrait les bagages. Et puis un jour, on s'est dit quand même, il faudrait essayer de trouver localement. Et à l'époque, c'était Brewdog, quoi. Dans les supermarchés, dans les trucs un petit peu plus mainstream qui étaient quand même IPA, type IPA, c'était Brewdog. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé. Je pense que Brewdog, la chose qui nous a le plus impressionné, c'est l'histoire plus que la bière. Oui, en c'est soi. sûr. Maintenant, mais leur histoire est quand même assez fantastique et ça se gâche un petit peu là depuis quelques mois, mais Oui. ils ont quand même une très très belle histoire et c'est ce qui nous
Ouais, Quand dans nos soirées de délire, on monte une petite brasserie et tout, voilà, c'était un petit peu un exemple. Bah, justement, j'allais poser la question, parce que vous l'avez dit précédemment, tous les trois, vous avez un boulot à côté. Comment on en vient à se dire, allez, on se lance, on crée notre propre brasserie, alors qu'on a déjà quelque chose d'autre à côté Le truc, c'est que comme on venait des US avec des bières et puis qu'on les buvait assez rapidement, en fait, et qu'on ne retrouvait pas ça en France. À l'époque. À l'époque, ouais. C'était quoi, 2015, 2016, ouais. On s'est dit, bah, il faut qu'on fasse notre propre bière, en fait, parce que finalement, c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et on a commencé dans mon garage avec un petit grandfather classique, quoi, de Brassames, en fait. C'était la source. Et donc, on a commencé comme ça, à élaborer des recettes, à faire des bières tous les samedis dans le garage. Au début, c'était un peu cata parce qu'on buvait un peu trop trop tôt. Un peu trop tôt dans le process de brassage. Donc, et puis voilà, c'est venu comme ça. Et puis, au bout de quoi, 1 an et demi, on s'est dit, oh, il faut qu'on trouve un local. Oh, puis même avant, on a fait des concours. Ouais. Donc, tout en étant en Brassames, on a fait des concours, 2 concours en particulier, dont un à Brewdog d'ailleurs, dans lesquels on est arrivé 3e 2 fois. Devancé par des brasseurs qu'on côtoie toujours. Brasserie d'Aki, c'est des brasseurs à Nice avec qui on bosse. Ils ont un bar maintenant sur Nice. Et aussi Yassi à Embeer, qui est un brasseur aussi, tu dois le connaître, qui avait fini premier au concours Brewdog. Et donc ça nous a un peu dit, bon, le fait que tu aimes la bière que tu fais, c'est normal, quoi. Bien sûr. Mais quand tu la mets en concours et que les gens disent, c'est pas mal et tout, ok, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et donc l'étape suivante, c'est qu'il fallait qu'on produise plus qu'on ne boive. Si on voulait donner la chance à d'autres gens de goûter, quoi. Et donc c'est comme ça que, comme disait Eric, on s'est dit on va chercher un petit local. Et on est tombé ici, donc dans le vieil Antibes, un café. Donc là tu peux pas le voir, c'est derrière. Puis je peux pas vraiment tourner la caméra parce que si tu voyais le truc qu'on a monté ici. Et donc c'est un petit café, c'est Omar, qu'on salue aussi. En fait, ils vendaient de la Ale Farm. Et ils vendaient de la Ale Farm. D'accord. Un tag Insta Ale Farm. On a vu, mais attends, il y a un bar à Antibes qui vend de la Ale Farm. Ça semblait complètement fou. Et on est venu boire une bière et il avait cette pièce. Il avait une pièce où il rangeait des palettes. Et on y a dit, tu veux pas nous louer la pièce pour qu'on mette des cubes? Il dit, non, je veux faire un café-théâtre. Et ça, c'était en plein milieu du Covid. C'était entre 2 confinements, quoi. Ouais. Il était sûr, la café-théâtre, c'est pas trop le monde, on met des cuves, on va pas te faire chier. Et puis au final, on l'a convaincu. Enfin, on l'a un peu menacé. Bon, il était assez convaincu. Convaincu par la force. Et du coup, voilà. Et du coup, comme ça, on s'est retrouvé à commander des fermenteurs que tu peux voir derrière là, TSS Brewtech. On a une cuve de brassage que tu peux pas avoir, un Brew Tools, un petit truc pour remplir les canettes, un canular. Et puis on s'est commandé le petit setup tranquille pour pouvoir brasser et commencer à faire des. En fait, pendant tout le confinement, on avait créé une boîte, donc on pouvait sortir de chez nous, on venait ici. Ouais. On se faisait des attestations. On se faisait des attestations et on passait une bonne partie de nos soirées ici. À monter le truc, à faire un peu de travaux, à élaborer des recettes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on ouvrait le samedi, et donc le samedi, les gens avaient le droit de sortir faire des courses, et donc les gens venaient, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'ouvert, donc les gens ne venaient pas forcément, et les gens commençaient à venir, et ainsi de suite. Puis là, comme on a eu le temps de bosser sur les étiquettes, réfléchir un petit peu sur la ligne, le nom, sur la ligne graphique, sur le nom. Mais justement, le nom, c'était ma question suivante. Pourquoi le nom de Noiseless? Alors, c'est qui raconte l'histoire du nom? Alors, c'est le premier concours où on s'est inscrit. Ils nous ont demandé un nom. Et nous, on n'avait pas de nom parce que nos bières, en fait, c'était du liquide qui disparaissait rapidement. Il n'y avait pas de bouteilles, de produits, de nom, il n'y avait rien autour. Et du coup, on s'est dit, on y va sans trop de prétention, sans trop d'ambition, puis sans faire de bruit, en fait. Et voilà. Et comme on faisait des bières assez typées anglo-saxonnes, en tout cas nord-américaines, il semblait logique qu'on ait un nom anglo-saxon. Et puis on avait aussi en idée, parce qu'on connaissait quelques brasseurs autour de nous et tout, on voulait pas clairement, et toujours pas après, c'est rentrer dans une logique territoriale, on n'est pas une bière d'Antibes, on n'est pas forcément une bière du sud de la France, on fait des bières avec des houblons qui viennent d'un peu partout. Vous êtes directement rentré dans le vif du sujet, sur les grosses houblonnés. Et puis on travaille tous les trois en anglais, l'anglais aussi, c'est parti aussi un peu de notre quotidien, donc ça semblait assez...
Mais j'ai écouté le podcast aussi de Iron qui a exactement la même réflexion au début, quoi. Il voulait pas un truc de Montauban ou, Ouais, il voulait un nom qui puisse s'exporter si besoin, et donc un nom en anglais. Non, puis on allait faire de la canette, pas de la bouteille, pas de refermentation en bouteille. Donc même le type de bière n'appelait pas forcément un nom. Voilà. On ne pouvait pas s'appeler la bière d'Antibes ou la Piano Jane. Piano Jane. Même plusieurs. Et du coup, là vous me dites, vous faites de la bière en canette, beaucoup de bières houblonnées, même si j'ai quelques autres exemples là, mais ça reste pour le moment assez minoritaire dans votre production. Bon, là, moi j'ai une gauze sous les bras, tu m'as envoyé aussi une sour, il y a quoi, c'était Mirabelle et Rhubarbe. Mirabelle, moussée. Ouais, je l'ai pas encore ouverte. Quand tu l'ouvres là, je te dis, elle est bien carbo. Effectivement. Ça, et là, un stout récemment, mais bon, ça reste quand même une grosse majorité de bières houblonnées. On dit souvent fais ou brasse ce que tu aimes boire. En fait, vous êtes là-dedans clairement pour le moment. Pour le moment, on évolue. Je pense on apprend. Tout le monde. Ouais. On était sur les grosses houblonnées. Enfin, clairement, il y a 2-3 ans, c'est des trucs qui nous étripaient. Découvrir des nouveaux blancs, des nouveaux équilibres, etc. On aime toujours les faire, on aime toujours les boire, mais on s'ouvre à d'autres trucs aussi. Par exemple, au stout, les stouts, c'est un truc avant, c'était pas trop mon kiff. Et on commence à s'ouvrir à des stouts, à des barrel aged, à des sour. En fait, on a la chance c'est pas on a un autre métier. Donc on vit pas de la brasserie et c'est un petit peu notre chance aussi. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on goûte des choses différentes et comme dit Luc, qu'on n'aimait pas forcément avant comme des stouts ou des sour, petit à petit on applique ça aussi à ce qu'on produit à la brasserie. Donc du coup il y a des étapes. On a commencé à faire une sour il y a une sour framboise. La première, tout le monde a dit la couleur est fantastique, l'acidité est parfaite, le fruit est très bien, et donc on a continué, on améliore petit à petit. Là on a fait une Imperial Stout. Tu aurais dû recevoir. Tu vois, on avait prévu 11 degrés, on est plutôt à 9. On n'a pas. Mais pas grave, les gens viennent, on achète, on boive avec nous, on apprend, et la prochaine, on arrivera à 11. Enfin. La prochaine, d'ailleurs, qu'on a fait, c'est une saison. Ok, ouais. Donc c'est bien, ça diversifie les styles. De bière qui nous... Voilà, exact. Mais on applique d'un côté le côté gustatif, on découvre, et en même temps, on peut l'appliquer aussi à notre production parce qu'on est libre de faire un peu ce qu'on veut. On ne fait rarement 2 fois la même bière. Donc, et puis on ne fait pas beaucoup aussi. Tu vois, c'est notre setup. Si on se plante, 110 litres, c'est pas, même si 110 litres, elle n'est pas terrible. Ça nous est arrivé. Voilà. Mais sur le principe, effectivement, on brasse une bière toutes les semaines, une recette différente toutes les semaines. Donc effectivement, ça nous permet d'explorer des univers qui, à la base, effectivement, IPA, NEIPA, sont pas vraiment, sont assez loin de ça sur des sour ou des Imperial Stout. Donc, effectivement, parfois on se loupe, et puis voilà, et puis on réessaye, et puis on s'améliore. Et donc là, tu disais, vous brassez une bière par semaine. Comment vous arrivez à vous organiser en parallèle de votre boulot? Vous faites comment? Vous brassez les samedis on est en télétravail. Ah bah oui, donc c'est cool. On brasse tous les samedis. Le samedi, c'est le samedi, ça plombe un peu les week-ends. C'est le samedi, puis les gens viennent nous voir et acheter de la bière à la brasserie le samedi. Donc effectivement, il y a pas mal d'activités dans la brasserie le samedi, donc c'est plutôt sympa. On ouvre la brasserie que le samedi, du matin au soir, aussi bien aux gens qui viennent acheter les canettes que pendant le brassin. Donc ça crée un petit peu d'activité. En général, on commence assez tôt, donc la matinée se passe plutôt bien, et dès que les gens commencent à arriver, on commence à picoler un petit peu aussi, donc les choses en général ont tendance à se dégrader, et puis on passe tous les jeudis soirs quasiment, aujourd'hui, donc c'est notre soir de mise en canette, donc en ton honneur, on n'a pas de bière à mettre en canette aujourd'hui. Non, c'est un hasard, quoi. Ouais, c'est un peu un hasard. Il y a 2-3 samedis où on a moins brassé, mais le jeudi, on met en canette, c'est probablement l'activité la plus pénible. Parce que c'est très long. L'hiver, il fait quand on n'a pas, vous voyez pas, on n'a pas de fenêtre, il y a juste des volets, donc il fait quand même très froid l'hiver dans la brasserie. Et puis on a un système de mise en canette qui est quand même préhistorique, donc c'est le derrière. D'accord. Qui est là. 2 canettes à la fois, tu mets, t'attends, ça s'arrête tout seul. Quand ça veut. Quand ça mousse pas trop. Et malgré nos petites quantités, ça fait sur un brassin entier, ça fait 260 canettes. Donc c'est beaucoup de temps. On a une petite sertisseuse, on étiquette aussi. Enfin voilà. Donc les jeudis soirs sont assez pénibles. En même temps, il n'y a personne ne vient. On est tous les 3, on se commande un truc à bouffer, on discute. Et je pense qu'on a utilisé le jeudi soir pour penser à la recette du samedi, pour goûter plein d'autres bières.
Donc ça a été pendant toute la période Covid, ça a été des bons moments. Ouais. Ouais, du coup, tu le disais, hein, là on le voit d'ailleurs avec l'encaneuse et les fermenteurs derrière. Vous êtes sur encore une petite production sur 2021. Vous avez fait combien de bières différentes? On a fait 38 bières différentes. On a fait 55 brassins. À peu près 55 hectos du coup, parce que chaque brassin c'est un hecto utile, conditionné, qui sont d'ailleurs toutes sur l'étagère que tu peux voir. Ouais, je vois ça. Je vois qu'il y a aussi deux Oseralf au-dessus, non? Non, ça c'est c'est les vôtres? C'est celle que les étiquettes vertes et violettes. C'est celle que tu es en train de voir. C'est celle que tu es en train de voir. J'ai l'impression qu'elles sont plus grandes et de loin, tu vois. Ça ressemble un peu au All Green Everything de Oseralf. On n'a plus de place. Exact. On n'a plus d'étagère. Il faut qu'on aille chez bah ouais, je la reconnais bien du coup, celle de gauche. Et ça, c'est la stout que tu D'accord. En fait, on fait des séries de graphiques de 8 bières. Donc à chaque fois on a 8 bières sur une série graphique. On avait commencé par Small World, c'était des vues aériennes de différents endroits dans le monde. On a fait une série sur Street Art, pareil 8 bières. Et en général on essaie dans chaque série de faire une rye, donc une bière, une rye IPA. Une rye IPA. On essaie de faire une sour, une session, une NEIPA très houblonnée, Black IPA. Black IPA. Donc on essaie de répliquer dans chaque série des styles de bière en améliorant les recettes, en changeant les houblons et les maltes. Et puis après, on a fait toute une série de collabs. Alors la collab, c'est un petit peu une de nos spécialités. Parce qu'en fait, comme on est souvent tout seul à la brasserie, on aime bien faire des collabs avec des magasins, d'autres brasseurs. Non, en fait, la vraie histoire, c'est qu'en gros, on rencontre des gens, puis on picole un petit peu, et à chaque fois, on propose une collab. C'est un bon moyen. Je sais pas, au barman du coin, à la voisine, au boucher, on a fait une collab avec le boucher pas loin. Ah oui. Donc voilà, on discute et tout. Et puis après les parents, le lendemain, au fait de la collab, on l'a fait quand? Et voilà. Là, tu te dis que t'aurais dû c'est intéressant parce que ça. Ouais, tu te dis, là, quand même, la collab. En même temps, ça nous garantit de la distribution. Parce que forcément, s'ils font une collab avec une étiquette qu'on a pensé ensemble, une recette, ils nous en achètent pas mal, donc ils les vendent. On a fait une collab avec un boucher traiteur du coin. Ils ont filé ça à leurs clients à Noël, donc il y a leur dessin. Ouais, c'est cool. Mais on a fait une collab avec Corner, qui est un barbier. Ouais, le barbier. C'est notre première collab. C'est vrai que c'était cool. Puis c'est une belle bière qu'on refait du coup. C'est la seule bière qu'on refait régulièrement. Ouais, et puis au final, aussi des bières. Et puis la canette est sympa, c'est un Barber Paul. Ouais, bah c'est une des premières bières, je pense, que j'ai vues de chez vous. Et c'est vrai que ça marque, c'est visuel, on s'en souvient bien. Le Barber Paul, il marque bien, il marche bien sur une canette, quoi. Ça fit bien. Exact. Et du coup, c'est vrai que on s'en souvient bien. D'ailleurs, vous l'avez ressorti une deuxième fois parce que moi, celle que j'ai bu, c'était. J'ai eu la 2, je crois. Ok. La 2, ouais. On l'a ressorti, on a fait 4-5 brassins de celle-là. Okay. On va faire une version 3 là, on va peut-être changer un houblon. Ok. Non, ça marche bien. Et puis ils sont cool. Enfin, Corner, on les salue, on les remercie parce que c'est pareil, c'est un des endroits qui nous a fait confiance. C'est pas juste un barbier, c'est un barbier caviste. Oui, cave. Ouais. Et pendant le confinement, du coup, c'était le seul endroit où tu pouvais boire une bière légalement, à moitié. Oui. Tu allais chez le coiffeur, quoi, chez le barbier. Et il a une sélection à chaque fois, c'est un caviste. Ouais, William, le caviste, il est cool, c'est un italien, comme Raph. Et du coup, ils font des trucs sympas. Ouais. D'ailleurs, les bières qu'on boit ce soir, c'est un petit... Et ça, c'est important dans notre logique aussi de distribution. Vu les petits volumes qu'on a, tous les cavistes qui nous distribuent, on est amis, on boit avec eux, on a un rapport très amical et voilà, pas du tout un rapport commercial en réalité. D'ailleurs, un des objectifs, c'est qu'on leur vende plus de bières que ce qu'on leur en achète. Et c'est plutôt le cas en général. Il faut trouver un équilibre. Voilà. Il y a Vincent dans le chat qui dit qu'il va venir picoler avec vous pour faire une collab. Quand tu veux, on fait une collab. Vincent, on fait une collab. On allait te proposer une collab à un moment donné dans la soirée aussi. Avec plaisir. Ça arrive assez régulièrement. Ouais. Sans sabro. Sans sabro, du coup, je mettrai mon veto là-dessus. Un petit retour sur le sabro cachemire, justement. En fait, vous êtes tombé très juste sur cette bière-là parce que j'adore le cachemire et ça compense le fait que j'aime pas le sabro. Mais non, du coup, je trouve que ça va, c'est très bien équilibré. Le sabro, il ressort pas trop. On le sent un peu, mais c'est pas omniprésent, donc c'est très cool.
Franchement, Et ça, tu vois, ça, c'est un conseil que nous a donné. Alors, quand on était au Marseille Beer Festival, d'ailleurs, c'est un des premiers événements. On a été invité par le pote de Culture Bière de Vincent. C'est Hopi Quarter. Hopi Quarter, oui. Hopi Quarter, que tu vas connaître aussi, donc Julien. Il nous a découvert un peu par hasard, et puis il nous a invités. Il organisait le Marseille Beer Festival, il nous a invités là-bas. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a rencontré Vincent aussi. Et on a fait un TTO dans un brewpub à Marseille qui s'appelle Kagankan, Sébastien. Et dans ce TTO, il y a notre fournisseur de malt et de houblon qui est venu nous voir. C'est des gars de Barcelone, à Grenette. Ils sont venus nous voir. Et là, le mec, en fait, qui était là, comment il s'appelait déjà? Ravi. C'était un fou furieux de houblon et de... Une encyclopédie. Ouais. L'encyclopédie du houblon. Puis il le prenait chez Yakima Chief, tu vois, il allait visiter les fermes, il allait visiter les trucs, les labos et tout ça. Et donc c'est lui qui nous a dit, le sabro, il faut le doser, il faut l'équilibrer, il faut le contrebalancer. Et c'est lui qui nous a suggéré Cachemire en plus. Et si c'est un houblon que j'aime pas, je pense que c'est parce que j'ai eu une très mauvaise première expérience avec. C'était, je crois que la première fois que j'ai bu du sabro, c'était dans une triple Naipa single up sabro à 35 grammes par litre. Tu vois, le truc qu'il faut pas faire. C'est ça. C'était la brasserie Stam, les Russes de chez Stam qui ont fait la série. C'est dans la série Monoplay, donc c'est des double Naipa qui sont en single up. Et ultra chargé, donc la Monoplay Sabro, ça m'a. Et puis ils mettent bien 35 grammes par litre. Sur la canette, c'est bien marqué sur la canette. Et là, tu sais qu'eux, ils chargent. 35 grammes par litre, single Sabro. Nous, en fait, nous, le truc, c'est qu'on a acheté un sac. Le premier Sabro qu'on a acheté, un sac de 5 kilos. Et nous, 5 kilos, ça nous fait 3-4 brassins, en le mélangeant avec un autre, même 5. Et en fait, au bout de 2 brassins, on était là, un peu plus sabro. Donc on a mis le sac de côté. J'ai vu j'avais 2-3 autres. Je crois que je dois avoir 2 autres bières qui ont du sabro dedans. Il y a une Hazy Double IPA ou Trouble Double IPA, comme vous l'avez appelé. Ah, Double Trouble, ouais. Double Trouble, ouais. Ça, elle a du sabro. Il me semble que j'en ai subtil, revu dans très bien. C'est ce qu'il faut. Non, ça nous a dégoûté pendant quelques mois le sabro. Très honnête, on n'a pas touché. Mais tu vois, sur celle-ci, au nez, je le ressens bien parce que je trouve qu'il est très très caractéristique. Mais en bouche, c'est pas, je veux pas dire que c'est subtil, on le sent bien, mais c'est bien équilibré par le Cachemire. Au nez, il n'est pas trop dérangeant, mais c'est en bouche quand il est trop dosé, c'est vrai que. Ouais. On parle souvent du sabro comme étant le houblon qui donne des notes de coco, mais je trouve que moi, quand il est trop riche, alors t'as la coco certes, mais un peu crème de coco, une texture un peu huileuse, et presque une note un peu vanillée, crème brûlée, un peu. C'est des trucs un peu lourds, quoi. Ouais, exact. Non, on est pareil, ouais. On a eu notre petit écartement de sabro. Et après, il y a son cousin, le Talus. Ouais. Alors, on a fait une fois une bière Sabro Talus, quoi. Voilà. Oh, bah très bien. Non, Sabro Talus. On a fait Talus, quelque chose. Ah, Comète. En fait, on a fait une bière Talus parce que le Marseille Beer Festival était dans un endroit qui s'appelait le Talus. Et on s'est dit, tiens, on va faire une bière pour ce machin-là. Tiens, on va utiliser Talus. Et manque de bol, c'est en fait vraiment le petit frère du Sabro, quoi. À une époque, on supportait plus le Sabro. On avait fait une Rai Naipa Talus. Ouais, aussi. Effectivement, pour le Marseille Beer Festival. Non, ça a été le Marseille Beer Festival, ça a été pour nous, dans notre petit monde du samedi et du jeudi soir, ça a été gros parce qu'on s'est retrouvé avec plein de mecs qui font des trucs fantastiques. 90 BPM, mais Sabotage, Aubuèche, il y avait un nombre de brasseurs qui nous font rêver quand on va chez un caviste pour acheter des bières. Et donc ça a été un moment. Et puis c'est Julien, donc au Hopi Quarter, qu'on remercie, parce que un jour il nous envoie un message, il dit vous faites des fûts? On faisait pas de fûts. Ouais, on fait des fûts. Ouais. Et en fait, on faisait pas de fûts. Et vous direz, le Marseille Beer Festival, c'était dans quoi? Dans 3 semaines, un mois, quoi. Et donc là, on s'est dit merde, putain, comment on va faire? Donc là, on s'est dit ok, on a le temps de brasser 2 bières. Mais pour les fûts, comment on fait, quoi? Et en fait, on a amené notre cuve. D'accord, carrément. On a chargé la cuve dans un fourgon. Tu vois, la petite cuve. C'est pas non plus. C'est un rail de temps. Là, tu le vois. Ouais, c'est lui là-bas. Tu vois, c'est lui là. Tac. Donc 120 litres quand même. Et plein, ça pèse 100 poids, quoi. Et donc on l'a chargé dans le fourgon, quoi.
Bon, au moins, c'était frais direct du fermenteur, quoi. Ah, non, alors pas- attends, c'était frais, chaud. ouais. Donc Enfin, était frais, je veux dans dire, le barbeau et fraîchement tout. brassé, quoi. Voilà, ouais. Fraîchement brassé, mais il faisait 35 degrés, quoi. Ouais. Dans le camion, la pression est Oui, parce que montée. c'était quoi? C'était au mois de juin, je crois. C'était le premier festival Ouais, en sortie de début juin. confinement. Ouais, Exact. Et, mais par contre, tout le monde a halluciné. Il dit, putain, vous avez amené la cuve. Et, non, c'était marrant. Donc on a une tireuse, effectivement, et la cuve de 120 litres. Ouais. On avait 2-3 bières. Ouais. On avait réussi à faire quand même quelques fûts. Ouais, quelques fûts, quelques petits kegs. Ouais. C'est la première fois qu'on a vu notre bière à la tireuse, c'était chez Keg & Can, chez Seb, qui en plus brasse avec le même matos que nous. Donc on avait plutôt plein de choses à se dire. Et c'est la première fois où on a vu notre bière tirer. Donc ça a été un moment assez émotionnel. Ah oui, c'est vrai, j'imagine. Ah bah oui. Ouais, bah, du coup, là, vous l'avez montré, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, vous avez un matos qui est quand même assez alors modeste, peut-être pas en qualité, mais en volume. Vous êtes du coup sur des brassins, tu m'as dit, vous faites à peu près 1 hecto conditionné, donc 100 litres. C'est quoi, c'est des fermenteurs. Vous êtes sur un fermenteur, une salle à brasser de quoi, ça fait 130 litres, non, à peu près? Ouais, 150. 150, ok. 150 avec le headspace, les pertes. Ouais, forcément. Parce qu'avec les houblons, tu as des pertes. Et... Ouais, c'est mis en canette, tu vois, ou en bouteille ou en fût, c'est entre 110 et 120 litres. C'est pour ça qu'on a une cuve de garde, ça nous permet de tourner et donc de brasser, malgré on n'a que 3 fermenteurs, donc un fermenteur isobarique et 2 fermenteurs plus classiques. Et en fait, le fait d'avoir une cuve de garde dans laquelle on balance le CO2 en commun, ça nous permet de tourner et d'avoir un fermenteur disponible chaque samedi. Ok, ouais. Et sur Donc en plein régime, on brasse tous les samedis. Ouais, ce type de matos, pour vous, c'est pas un frein pour brasser des grosses IPA, des grosses bières houblonnées. Enfin, souvent, on dit qu'il faut quand même un matos, notamment pour la filtration et compagnie. Il faut quand même quelque chose d'assez. On a un super filtre, quoi. Ouais. Non, la filtration, ça va. On a un bon filtre laser. Brut Tools, ils ont quand même du matos qui est assez. Notre plus grosse limitation, c'est sur le niveau c'est sur l'ABV, sur l'alcool. Ouais. Et donc, moi, je pense que si tu as un bon. Du moins, tu as des fermenteurs en inox, coniques. Que tu as des filtres, que tu as des accessoires, tu peux faire vraiment des bons trucs. Après, c'est par rapport à une grosse brasserie, c'est plus de travail manuel, de nettoyage, de tout un tas de trucs. Mais tu peux faire des bons trucs, c'est pas ça qui t'empêche de faire des bons trucs. C'est juste sur le niveau d'alcool, où on est un peu limité parce qu'il y a une capacité maximum de grains. Et ce qu'on fait sur la stout, on fait un double mash. Donc on enlève le grain, parce que c'est un all-in-one, c'est comme un grain fader en fait. Attends, je te le montrer parce que à fur et à mesure là, le micro il a pris cher. Hop, tac, voilà. D'accord. Ah, au revoir le micro. On voit le micro. Tu vois, ça c'est le Brut Tools. D'accord, ok. C'est un all-in-one, c'est comme un grain fader, tu as un panier avec le grain dedans. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier mash, on lève le panier, on enlève le grain et on remet du grain. Et après vous remettez le mou par-dessus pour. On laisse le mou dedans, si tu veux, on retrempe le panier et on retrempe donc ça fait un double mash et la stout on a fait avec ça. Et on est monté à une densité de 1090. Ah, c'est propre. C'est pas mal. Après c'est notre levure qui a la levure un peu léger, mais du mal, mais bon. Et du coup, donc oui, pour répondre à ta question, des fois c'est un peu chiant. En même temps, tout est à peu près, c'est un peu comme la maison du Hobbit, quoi. Tout est à peu près à dimension. Oui. Notre mise en canette, notre fermentation, notre machin. Donc, voilà. Vous pouvez tout faire comme les grands, mais en plus petit, quoi. Voilà. En fait, la brasserie, elle fait 25 mètres carrés, en fait. Ouais. On dirait pas comme ça, hein, avec le mur de canette, la belle déco, mais en fait, vous êtes dans une petite pièce tous les trois. Ouais, tout petit. Ouais. Exactement. On a un local pour où on met notre malt et nos canettes vides. Oui, il faut aussi quand même un peu de stockage. Qui fait 6 mètres carrés. Ah oui. Qui fait 3 mètres de hauteur, mais qui fait 6 mètres carrés. Donc, c'est pas compliqué de se fournir en malt, en houblon, en matière première, justement, quand on fait des petits volumes. Parce qu'on a un peu un entre-deux entre la brasserie et le brasseur amateur. Exact. Alors, quel fournisseur on prend donc, si tu veux, le malt, déjà, si tu veux, sur le transport, si tu veux pas raquer aussi cher de transport que de malt, il faut commander 3 palettes. Donc là, tu commandes 3 palettes et puis les mecs, ils viennent livrer 3 palettes et qui te dit je les pose où. Là, c'est un peu compliqué, quoi.
Et donc, du coup, on les fait poser sur le trottoir et puis on charge ça dans la cave. Mais ouais, on fait livrer 3 palettes. Après, ça nous fait de l'argent immobilisé et tout. Mais on a 3 palettes de malt. On n'est pas emmerdé à chaque fois à se dire il faut qu'on commande du malt. On n'a pas des frais de port ahurissants. Donc, On n'a pas de rats dans les caves. on n'a pas de rats dans la cave. et les canettes, c'est pareil. Les canettes, on les prend chez Bucaneros, qui est un encanneur mobile. Ouais. Donc, ils nous vendent des palettes. Mais pareil, il faut en prendre. Si tu veux que ça soit rentable, il faut en prendre 3. Donc, tu as quoi, 12 000 canettes. Là, la semaine prochaine, on a 12 000 canettes qui arrivent. C'est pas trop, on va les mettre. Il y a une fois, on les a toutes dépiotées, mis dans des cartons de 24. Ça nous a pris 2 jours. 2 jours. Ah, vache. Mais c'est fun. Mais Seb de Kegenkan à Marseille, une fois, il nous racontait, il s'était fait livrer la palette de canettes devant chez lui. Pareil, il les mettait dans des cartons. Puis il y a le Mistral qui s'est levé. Et ça commençait à lui prendre les canettes dans la rue. Ah, l'enfer. C'est sûr que c'est pas un petit Fenwick et puis tu le mets dans ton, Oui. dans ton stockage, dans tes racks, quoi. C'est un peu plus Tout est plus compliqué. Et ce qu'on a pu faire aussi pendant le confinement, c'est qu'en plein milieu du confinement, quand personne n'avait le droit de sortir à plus de 1 km, on a pris un trafic et on est allé à Barcelone pour chercher du malt, en fait. On est revenu avec une tonne de malt dans le trafic, ce qui était vraiment sympa parce qu'on arrivait à Barcelone, les bars étaient ouverts, ici il y avait jusqu'à 5h. Et les bars étaient ouverts jusqu'à 5h, donc c'était plutôt sympa. On est arrivé à 2h de l'après-midi, on s'est calé dans un bar. Chez Garage. Ouais. Et donc là, ouais. Donc là, c'est parti un petit peu en live parce que. Ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas été dans un bar, quoi. C'est un peu ça. Et puis leurs quadruples et leurs triples en pinte. Je vois. Ouais. Mais en tout cas, on a rencontré à Grenade. Du coup, on a une relation avec eux qui est plutôt sympa. On est allé charger chez eux. Enfin, ça nous a permis, tu vois. Ils étaient un peu étonnés de voir une brasserie qui fait des brassins de 150 litres venir chez eux, charger une tonne de malt avec notre petit camion et tout. Donc, non, mais c'est encore une fois, je pense que comme pour les distributeurs et les cavistes, on a un peu une relation un peu semblable avec pas mal de nos fournisseurs. On arrive, on est plutôt sympa, on n'est pas en train de mégoter sur les prix, on les rencontre, donc on a construit une belle relation avec eux aussi. Donc voilà, on se fournit chez eux. La dernière fois, ils nous ont envoyé du malt, pareil. C'est pareil, 3 palettes de malt au milieu de la rue, déposées par le camion. On a une cave où il y a, 40 marches pour descendre, et voilà, sac de 25. Et on a embauché un pote. Payé en bière. Ouais, exactement. Bon, moi je vais m'ouvrir une deuxième parce que du coup, mine de rien, Cashmere Sabro, ça s'est fait plutôt bien. Donc je vais passer sur la Tropical Neipa. Ouais, ok. Donc là, Asakai Dao 7. Ça, c'est une réédition d'une bière qu'on a ratée. D'accord. En fait, sur le street art numéro 1, on avait raté cette bière-là et puis on l'avait pas vendue en fait. Ouais. Okay. Et on s'est dit que l'étiquette était cool, quoi. L'étiquette était super colorée. Alors pour ceux qui sont sur le live, moi je t'entends. Je pense que c'est Raph, il a enlevé son truc. Ah. J'ai perdu le son. Ouais, moi je t'entends encore. Ouais, non, donc le street art, la tropicale, on l'a refait avec des houblons différents. Elle a des jolies couleurs. Ah, elle est très très jolie couleur, ouais. Ah, c'est jolie couleur, ouais. Et elle est pas mal. Alors, la première fois qu'on l'a testé, c'était on avait fait un TTO chez Beer District à Nice. Pareil, un des bars où on consomme beaucoup. Et on aime bien aller. Et puis on a fait un TTO avec eux et ils l'ont mis à la pression, et à la pression, elle était ouf. Elle était ouf. Alors, donc, voilà. Et on les salue d'ailleurs, les gars de Beer District, parce que pareil, ils nous ont fait confiance. Puis Beer District, c'est aussi Prism, Gourou, et puis on les a rencontrés aussi à Marseille. Et puis les gars du bar à Nice, ils sont cool, ils sont venus brasser une bière. D'ailleurs, c'est notre première double IPA qu'on a fait avec eux, un peu inspiré de la Double Trouble là. Et eux, ils voulaient un truc qui envoie, quoi. Ils voulaient du 9 degrés, ils voulaient un truc violent. Et du coup, on a fait ça avec eux. Dans le chat, on a Simon de la brasserie Amonite qui est passé faire un petit coucou. Oh. Qui dit que c'est top ce que vous faites. Plein de cool, merci à Sion. Merci, on peut retourner le compliment, je pense. Ouais. Puis, on a un petit montre le Magnum. On espère te voir à Marseille bientôt.
On se souvient de la tournée. Ouais, quand à Marseille, donc il était là, et puis à 9h du mat, il s'est pointé avec un petit Magnum, et c'était bien sympa, quoi. Comme le dit Robin dans le chat, ouais, Simon qui vient juste pour être sûr qu'on parle de lui dans tous les épisodes. C'est vrai que c'est un peu le running gag. On parle de lui tout le temps, et voilà, je me suis dit comment je vais réussir à le caser dans un épisode sur Noiseless, et finalement, voilà, il me l'offre sur un plateau d'argent. Ouais, il a des trucs sympas qui arrivent en même temps. Un petit projet d'agrandissement. Oui, j'ai vu ça l'autre soir. Il était en live aussi. Ouais. Pour en revenir à votre prod, vous avez fait le choix dès le début en fait de tout conditionner en canette, ce qui n'est pas forcément le plus simple quand on est sur des petits volumes. Vous l'avez dit un peu plus tôt, hein, c'est la galère. C'était le choix qui vous semblait quand même indispensable et naturel par rapport à ce que vous vouliez faire, l'image que vous vouliez donner de la brasserie, les styles que vous brassez. Ouais, en fait, on est tombé amoureux un peu de l'objet. C'est-à-dire que on faisait de la bière, on la buvait, on aimait ça, mais on n'en avait jamais fait un produit. Tu vois, on n'avait jamais pensé en faire un produit. Et moi, je me rappelle les premières canettes bien designées qu'on a bu, par exemple, c'était des Elfarm, donc brasserie danoise. Et on s'est dit, putain, mais c'est beau, quoi. C'est beau, c'est un cylindre parfait, l'étiquette occupe une place importante. Tu peux... Pas de nom, pas de marque. Pas de nom, pas de marque, ça peut être hyper artistique, en fait. C'est vrai que du coup, je vais remontrer en même temps sur le chat, c'est un peu vos étiquettes. C'est vrai que vous laissez une place immense au graphisme. Il y a un bandeau, en fait, je vais remontrer d'autres en même temps. Il y a un bandeau noir en haut qui permet de mettre un encadré avec les infos nécessaires sur la bière. Exact. Donc là, on est sur le nom et degré d'alcool et son petit code, donc en fonction de quelle série, de quelle série elle est. Après, au dos, il y a une petite contre qui donne plus d'infos, notamment l'artiste pour la photo, ce genre de choses, le QR code et les données légales. Mais c'est vrai que du coup, vous laissez une immense place sur l'étiquette pour le graphisme, pour le visuel. Exact. Et c'est ça qui me plaît. Il y a un petit QR code aussi pour Untapped. Ouais. Peut-être tu vas en parler après. On parlera d'Untapped, en effet. Mais ouais, non, nous c'est ça. En fait, c'est l'objet. L'objet, on s'est dit, en fait, on peut faire un bel objet qui contient notre produit et du coup faire quelque chose qu'on a envie de partager. Et on le voit maintenant aussi, c'est la canette, le visuel joue un rôle quand même assez important dans les ventes. Les beer geeks, certes, sont attachés à des styles, à des brasseries, mais aussi se laissent souvent séduire quand ils connaissent pas les brasseries par des visuels. Ça a un impact non négligeable. Ouais, non, c'est sûr que c'est quand tu vas chez un caviste que tu auras le mur de canettes. C'est ce qui accroche l'œil. Bien sûr. Et en même temps, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour avoir un bel objet qu'on collectionne. D'ailleurs, on a un collectionneur, peut-être, je sais pas si qui nous écrit tous les 2-3 mois, qui veut absolument acheter chacune de nos bières. Pour avoir les étiquettes et les coller quelque part dans un book ou garder les canettes, ouais. Ça n'en fait. Ah, j'entends plus. Excuse-moi, vous m'entendez plus. Quelqu'un qui a. Hop, 2 secondes. On a perdu le retour en fait. Ouais, pas de problème. Pour tout t'expliquer. Voilà, là je pense qu'on va le retrouver. Moi, je vais aller sur la page Untapped de la brasserie. Ah, c'est bon. Hop. Ouais, désolé. Ouais, je me suis fait un petit scannage de QR code pour aller sur le Untapped pendant ce temps-là. Ah yeah, c'est bien, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Ou pas. Ça c'est Luc, ça. C'est le spécialiste. C'est un peu le geek. C'est le geek. Et donc en fait les visuels, nous c'était important, et puis voilà, il y a des gens qui les collectionnent, il y a des gens qui viennent acheter que pour le visuel, en fait, ils s'en foutent de la bière. Ouais, parce qu'au final c'est un bel objet. Voilà. Et donc niveau contraintes sur l'encanage, ça se passe comment ça se passe chez vous un encanage, à part prendre un jeudi soir entier? Alors tu as 2 options. Tu as l'option où ça mousse et tu as l'option où ça mousse pas. Si tu te trouves en tant que spectateur le soir où ça mousse, là tu vas finir. On a d'ailleurs Michel, un autre brasseur ami, qui est venu un soir où ça moussait beaucoup. Il est reparti, il marchait pas droit, quoi, parce que y a du déchet, donc du coup ça coule. On met un petit bucket dessous et puis on se sert des airs, quoi. Il faut pas perdre. On pas gâcher. donc voilà, des fois ça se passe bien, des fois moins bien. Très aléatoire. Et c'est assez aléatoire. Alors on essaye de maîtriser un peu tous les paramètres, mais il y a des trucs des fois qu'on n'arrive pas à maîtriser. Mais ça prend 2h30, 2h30.
La mise en canette. Préparer, nettoyer après. Et puis voilà, on fait ça dans le duo filler que tu vois derrière. Et puis on a un petit canular qui est rangé sous l'établi. Je sais pas si tu le vois. Ouais, je le vois, ouais. Là. Et voilà. Donc, au final, ça c'est vraiment une sertisseuse. C'est le matos qu'on peut retrouver dans certains bars et brewpubs qui utilisent ça comme une alternative au growler pour faire de la canne à emporter. Moi, je sais qu'à Angers, à côté de chez moi, il y a un bar qui fait ça, quoi, qui te permet d'emporter des canettes de leur pression comme tu veux. Et c'est la même machine qu'ils ont. Il n'y a rien d'intermédiaire en fait. Ça fait quand même un an qu'on cherche parce que nos soirées jeudi, elles nous ont bien. Il n'y a rien d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on passe tout de suite sur un système plutôt automatique de mise en canette. Et il y en a ou même pas tant automatique que ça, mais il y en a pour 30 000 balles. Voilà. Oui, ça coûte une fortune les encanneuses. Donc voilà. On avait les gars de 90 BVM, eux, ils avaient peut-être le truc intermédiaire, qui est un truc un petit peu manuel d'ailleurs, qu'ils ont mis en vente récemment. Ouais, parce que là, ils reçoivent leur nouvelle brasserie. Ouais, voilà, exact. Et ça aurait peut-être été le truc un peu intermédiaire, mais au niveau place, ça ne le faisait pas pour nous. Donc voilà, donc on continue comme ça. Pour l'instant, on prend notre mal en patience, quoi. On parlera du projet, du gros projet après. Donc, tu vois, on en apprend à tout le monde. Même Vincent, qui est quand même buveur assidu de vos bières, ne savait pas que le QR code servait pour une table. Ouais, faut qu'on le fasse. Alors, c'est vrai qu'il n'y a aucune mention dans la tasse. Ouais, si tu le scannes pas par curiosité, en fait. Au milieu. Ouais, il faudrait le petit logo Untap au milieu, ça, on y pense. On va améliorer ça. On va résoudre. La prochaine série, c'est amélioré. Les lives où on brainstorm, c'est bien. Et Untap, c'est important. Enfin, on y est presque, on s'approche des fatidiques 1000 reviews sur Untap qui d'ailleurs, permettent de devenir officiellement dans le classement des top brasseries françaises. 707 aujourd'hui. 707. Voilà, on s'en approche petit à petit. C'est vrai que je ne regarde pas tous les jours. On se dit chaque fois il faut qu'on le pousse, et puis après on oublie parce qu'on parle plutôt de la bière et moins d'Untapped, mais il faut qu'on... j'étais sur le Untapped, du coup justement je comprends absolument rien à comment ils font leur classement, parce que quand tu vas sur les détails de la brasserie, ça dit que tu as au total, ils arrondissent, mais j'imagine 1000 notes, avec 252 notes uniques, et là vous me dites qu'en fait il n'y en a que 707 qui comptent, je sais pas où ils les prennent. En fait, ils arrondissent. Il y a 707 ratings qui a été fait par une personne unique sur une bière. Sur une bière. D'accord. Ouais. Bon, on y sera bientôt. Mais après, en même temps, avec le volume qu'on fait, c'est normal qu'il n'y a pas tant de reviews que ça. C'est cool d'être les cavistes, tu vois, les cavistes qui touchent un public de Beer Geeks. À Nice, il y en a un qui a bibé, Benjamin, c'est là où on a acheté d'ailleurs nos premières bières geek un peu européennes. Et voilà, chez lui, les mecs ils vont la noter sur Untapped de suite parce qu'ils vont goûter toutes ces bières qu'il a. Par contre, celui qui vient nous acheter, qui fait son marché le samedi, qui passe par là pour aller sur Untapped, c'est pas la même. C'est pas la même clientèle. Et ça, vous arrivez quand même en étant dans le vieux Antibes à avoir une clientèle qui n'est pas une clientèle beer geek à la base, et que vous arrivez à convaincre, à convertir. Grave. Et je crois que ça fait partie des charmes de l'endroit où on est. Parce qu'il y a plein de côtés pas pratiques. C'est une zone piétonne, on ne peut pas rentrer avec les bagnoles, les camions, on ne peut pas rentrer et tout. Par contre, il y a un côté sympa, c'est que samedi, 95% de la population qui passe à la brasserie, qui nous achète des bières tous les samedis régulièrement, c'est pas des beer geeks. Donc, les gens qui aiment bien le concept, qui aiment bien le projet, qui aiment bien la bière, qui jusqu'à maintenant buvaient de la 16 ou de Heineken et qui ont découvert un peu de houblon et ainsi de suite. Et ça, c'est un truc qui est vachement rafraîchissant aussi. Parce que l'opposé extrême, c'est de vendre qu'à des beer geeks ou tu vois, qu'à des cavistes qui font ça. Et c'est aussi démocratiser le produit. Je trouve que ça fait une partie des choses qu'on aime bien faire le samedi à la brasserie. Et donc, on a des clients fidèles qui viennent tous les samedis voir les nouveautés, qui achètent 6 bières à chaque fois, qui tapent la discute. Là où vous êtes, c'est chiant pour décharger une tonne de malt. Par contre, c'est cool pour faire découvrir au petit papy qui fait son marché une bière qui va le changer un peu. Exact. On a l'échange, en fait. Globalement, on aime bien l'échange. Comme vous êtes sur place, vous pouvez échanger, faire découvrir, expliquer le produit. C'est ce qui est important aussi de l'accompagnement. Et en plus, on est en train de brasser quand il passe. Donc, effectivement, il y a les odeurs. Ça doit attirer un peu, ça doit piquer la curiosité. Ça sent dans les rues, dès qu'on balance les houblons. On est dans une ruelle, donc tout se passe là. En fait, les gens ils sont attirés. On a un petit panneau devant qui
qui dit qu'on est ouvert, et puis voilà, ça passe comme ça, quoi. Donc c'est plutôt sympa, ouais. Effectivement. Sur votre gamme de bières, là, pour le moment, vous avez une stratégie 100% éphémère ou vous comptez venir installer des refs un peu plus permanentes? Pas de stratégie. Ah non, alors la vraie histoire derrière ça, c'est que si on essaye de faire deux fois la même bière, ben, on n'y arrive pas. En fait. On n'y arrivait pas. Je pense Ouais, mais tu vois, tu pourrais refaire avec des bières qu'on a fait plusieurs fois. Oui, voilà, la corner que vous avez refaite, vous pouvez faire des choses un peu à l'aérofab qui fait ça, machin, version 1.2, 1.3 et 3.4. D'ailleurs, très bon, l'aérofab, la Alizé, je me rappelle la Alizé. Ah, ça vous avait bluffé, Alizé 2, ça vous avait bluffé. C'est ça qui m'a fait tourner vers sur la Savoie. En fait, à Ilfarm, et Ilfarm, ça nous a vraiment, on en parlait souvent au début, c'était vraiment C'était le design, en fait. C'était le design, et le fait qu'ils faisaient que des éphémères. Et ils faisaient que des éphémères, et ils ne font que des éphémères. Après, des tailles et des capacités de production différentes. Donc, on sait que le modèle fonctionne même en éphémère. Si on devait demain passer sur une grosse production, on pourrait continuer à faire de l'éphémère et peut-être avoir Prism a fait ça, avoir une deuxième gamme de bières plus locale, peut-être bio, enfin voilà, pour diversifier, pour faire tourner les machines plus souvent, etc. Mais on sait que les modèles bières éphémères, ça marche aussi. Pour l'instant, on a ce luxe parce que voilà, on fait ce qu'on veut, on n'a pas de contraintes. Demain, peut-être qu'on fera un mélange entre les deux. C'est-à-dire peut-être avoir une gamme un peu stable, un peu plus classique, et puis faire à côté des éphémères sur les trucs qui nous font kiffer, un peu plus. Mais c'est vrai que l'éphémère aussi, c'est un moyen pour nous de dire on fait nos 260 canettes, puis une fois qu'elles sont vendues et bues, on ne les a plus. Parce qu'au bout d'un moment, de boire ta propre bière, ça, tu vois, là, on est en train de boire des bières d'autres brasseurs. Parce qu'au bout d'un moment, c'est ta bière, donc tu la connais, tu en as fait. Bien sûr. Ouais, je compense, je bois pour vous, je bois les vôtres pour vous. Ouais. Et d'ailleurs, la Tropical Maple, c'est très chouette. Ça a été difficile et on en a bu beaucoup pendant la mise en canette. Ouais. Tu la connais très bien. La bière va avoir moins de. Ouais, on la connaît bien. On va saturer un petit peu. Ouais. Donc t'aimes bien la Tropical, là? Ouais, c'est cool. C'est très très cool. Il y a vraiment belle robe, c'est une bonne texture en bouche, c'est assez facile à boire. Les houblons sont nickel, t'as une petite aromatique avec. Je sais pas si c'est la Zaka ou la Idaho 7 qui fait ça, mais t'as une petite pointe un petit peu piquante, limite un peu épicée qui ressort. Je trouve ça très cool. Ouais, non, elle est bien, elle est bien sortie celle-là. Ouais, non, c'est une belle bière. Je pense. On n'est pas. Il y en a eu d'autres, mais c'est vrai qu'elle est bien réussie. Ouais. On est assez fiers de ça. Tu sors un truc, Raph, du frigo? Pour moi, ça va finir, c'est pour ça. Non, mais sinon, on se fait la petite Malpolant. On se fait un Malpolant? J'aurais bien goûté le truc Yuzu là. Ah, Yuzu, vas-y, on voit le Yuzu. Imperial Sour Ale Peach Yuzu Calamansi. Pour ceux qui se demandent ce qu'est le calamansi, on a vu que c'était un citron décoratif. Alors c'est le fruit du calamondin qui est un orangé d'intérieur. Et je le sais parce que j'en ai un chez moi, mais qu'il a survécu 2 semaines. Donc, t'aurais dû mettre les trucs dans la bière, quoi. Si je brassais, j'aurais pu. Pour la collab pour la collab, très bien. Il faut que je ressuscite mon arbre dans ce cas-là. Ça, c'est Panzer Brewery. Ouais, c'est russe. Ah, bah c'est... Franchement, on a Will, notre pote au corner, qui achète beaucoup de. Il a eu un arrivage. Il a eu un arrivage de Russes. Au bon moment, du coup, nickel. Sur les étiquettes, alors sur votre gamme, la construction des gammes, là, j'ai vu que en fait, vous aviez. Tu l'expliquais un peu plus tôt. En fait, vous faites 8 bières par série. Vous avez différentes séries, et à chaque fois, c'est 8 bières, et après, on passe à la série suivante. Ouais. Pour l'instant, c'est un petit peu le truc qu'on s'est mis. Je sais pas, on aime bien les nombres un peu en rond, la régularité. Ouais. La première faisait 8. Et donc on s'est arrêté à 8 et puis on n'a pas. Parce que des fois, on n'a pas de photos, on s'est limité aussi en. Puis c'est bien de changer, enfin, je pense que c'est dans la même logique, on change de série, donc on en a marre. Ouais. Donc là, moi, j'ai. C'est vrai que sous les yeux, j'ai 4 canettes, donc 3 de la gamme Big World. J'ai pas pris le truc le plus représentatif. Hein. J'ai vu que. Non, mais c'est la série en cours en fait. Ouais, c'est la série en cours. Donc il y a Big World. Là, j'ai Street Art. Il y avait la série Motel. Et après, je sais plus, il y en a une autre, je crois que j'ai oublié. Les collabs, les CO. La première. Les Small World. Small World, c'est la première. C'était des bières. Enfin, c'était des photos de drone en fait. Ouais, des photos aériennes. Ouais. Et il y a une série Street Art. Qui, je pense, d'un point de vue esthétique, est probablement la plus réussie. Bah, du coup, je montre un peu en même temps. Donc là, moi, j'ai les Big World, donc avec celle que j'ai pris au début. Hop, là, il y a la Gvik Cream Ale aussi. La Red Gauze qui est là.
Ouais. Voilà, donc là, on est plus sur de la photo macro d'éléments. Et donc la street art que je suis en train de boire là, donc là porte bien son nom. Hein, Ça, c'est la Street Art 1 ouais. que Luc a dit on avait loupé, donc on l'a refaite après, donc elle vient un peu de façon anachronique. Ouais, elle est pas trop dans l'ordre, mais elle est cool, elle est bien réussie. Et donc là, on a combien de séries pour le moment du coup entre les collabs, les street art, Big World 4 5 J'en compte déjà 5 avec les collabs. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. On a fait une collab très très sympa avec une boîte une astos de plongeurs. Ouais, je l'ai vu passer sur votre Instagram, je crois. Ouais. Et on a fait 3 canettes avec eux et ils font des photos fantastiques. C'est eux qui font la photo. Ça s'appelle Nature Dive, donc c'est leur photo. Et donc on a vendu les canettes, on a reversé. Ils font de l'éducation et de la protection de la Méditerranée. Ok. Ils sont pas loin. Et ils font des photos splendides d'ailleurs, cette sèche, et la photo est vraiment assez bien réussie. Et donc ça, c'est la série des Underwater du coup, parce que je vois que Vincent me parle des Underwater dans le chat. Exact. Qui elle, c'est une série en cours en fait. Donc on l'a fait par petites touches quoi. Donc on a fait la 3 il y a pas longtemps. Mais tu en as une de la 3 non, de la P. C'est possible. Il faudrait que je regarde ça. Ça ressemble au coronavirus un peu, mais c'est pas du tout. Je regarderai ça. J'en ai plein de frigo, mais je suis pas certain. Je revérifierai. Mais... C'est celle-ci. Ouais. Je suis pas sûr de l'avoir celle-ci. Bon. Je revérifierai, mais c'est. Attends, j'ai la photo que j'ai prise. Non, je te confirme que je ne l'ai pas celle-là. Il faudra qu'on t'envoie notre colis hein, avec la stout. Celle-là. Je vais être équipé là pour les semaines à venir. Ouais, du coup, c'est quoi votre philosophie pour les choix d'étiquettes, pour les visuels sur les Small World, donc là tu disais c'était des photos aériennes. D'ailleurs, ce qui était très drôle, je trouve, c'est qu'on retrouvait les coordonnées GPS des endroits à chaque fois sur les canettes. À chaque fois. Petit détail très cool. Vous travaillez comment? Vous travaillez avec des photographes, c'est des photos que vous trouvez, que vous réutilisez? C'est des photos stock en fait. Ouais, photos stock, ouais. Un splash. Ouais. Et donc on a à chaque fois la coordonnée GPS comme tu disais. Et puis pour les séries en fait, d'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas. Mais on tilt sur un thème, un sujet. Bon, street art c'était assez obvious. On a un truc en tête aussi, c'est faire une série Ink. Avec des tatoueurs. Ouais. Mais là, pour le coup, avec des tatoueurs qu'on va payer pour utiliser leur visuel. On a d'autres trucs en tête, mais on ne sait pas trop si on va faire un street food, on voulait faire à un moment donné. Ouais, ça peut être cool. Ça peut être cool en accordant, essayant d'accorder avec la bière des street food un peu dans le monde entier. On aime bien voyager, donc c'est aussi une manière de voyager par les canettes. Des fois, c'est dans le on a été, des fois pas du tout en fait. Mais qu'on aime bien. Donc voilà. Donc c'est un peu notre inspiration. Cool. J'ai une question dans le chat de la bière autrement qui demande c'est quoi votre source d'inspiration en termes de brasserie? Oula, alors ça évolue au fil des semaines. Ouais, donc en ce moment, Piggy, Iron, c'est quand même les trucs sur la craft française qui nous ont un peu c'est le moment où on s'est dit en fait il y a des trucs pas mal en France. Et après je sais pas, Aérofab trop cool. Après si on va sur les sauvages et sur les Malpolon, Harmonite bien sûr, Harmonite c'est le truc qui va te faire changer de catégorie et tu dis maintenant je suis plus trop sur les Naipa. C'est le truc qu'on peut pas faire logistiquement non plus, tu vois, on a pas la place d'avoir des savoir-faire. Bien sûr, il faut mettre encore une autre chose. Les Piggy sur les triples, Piggy sur tout ce qui est. Sur les gros houblons, ils sont forts. Ouais. Gros houblons et gros contenu alcoolique, quoi. Enfin, sur les bières bien fortes, ça nous a toujours. Aérofab sur la finesse. Sur la finesse. Vraiment. Ouais, une brasserie que j'aime bien aussi à Madrid, Osso. Ok, je ne connais pas du tout. À Madrid, moi je les ai rencontrés, j'habitais à Madrid avant et ils avaient un gros pub. Et après, ils se sont lancés en brasserie. Ils ont brassé avec Peninsula au début. Maintenant, ils ont leur propre brasserie. Et ils font des trucs pareil, hyper justes. Nous, on aime bien, quand c'est houblonné, on aime bien rester quand même assez soft. On est entre 6 et 7. On n'est pas exagéré. On n'est pas trop sucré. Ouais, c'est vrai que là, sur les deux que j'ai bu, puis la Barber que j'avais bu aussi avant le live, plutôt dans la semaine, c'est quelque chose que j'ai remarqué pour le moment. C'est qu'on est sur des houblons qui sont assez expressifs. Par contre, on n'est pas sur de la bière avec... on va dire le côté trop flatteur du sucre résiduel, ça.
On a la gourmandise du houblon fruité, mais il n'y a pas ce côté trop putassier en fait, hein, de laisser du sucre résiduel pour rendre le truc flatteur. Ça suffit à lui-même. C'est un équilibre c'est un peu difficile à trouver parce que après il y a un traitement de l'eau qu'on fait aussi pour quand même révéler bien le houblon. Et puis ouais, on n'est pas tombé dans le lactose ou dans d'autres trucs pour faire exprimer le houblon. On essaye de trouver l'équilibre. Et c'est pas facile. Et je dirais pas qu'on arrive, on sait pourquoi, des fois il est là, des fois il est pas là. Un petit dry hop, un jour trop tard, on essaye de faire les dry hop au moment de la fermentation active pour que ça explose partout, sans mettre sur les murs. Non, ça ne veut pas arriver. Mais ouais, voilà, pour faire la biotransformation, on essaye de réguler les températures, pareil, pour pas avoir trop de hop burn. Des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Il y a tellement de variables, c'est assez difficile à maîtriser, quoi. On a bu Covent dernièrement, beaucoup, des sours. Encore une brasserie russe. Covent, fantastique. Vraiment une justesse sur leur sour, sur leur pastry. Et assez impressionnante pour ceux qui écoutent, qui n'ont jamais goûté. C'est vraiment un truc. Crack, on aime bien. On a goûté quelques-unes l'été dernier. Le crack, oui. On a bien aimé une brasserie italienne. Oui, crack, on en oublie sans doute. On en boit tellement, même si on essaye de les mettre sur un tap. Ouais, on n'est pas assez rigoureux. Mais on a goûté à Marseille, on avait goûté, on a découvert Sabotage, qu'on ne connaissait pas. Ouais, on a bien aimé. Moi, Sabotage, je ne sais pas si tu les connais. Alors, je les connais pas du tout, mais je les connais que de nom, quoi. J'ai vu un peu ce qu'ils faisaient, mais j'ai pas encore échangé avec eux. Mais ouais, c'est des fous furieux. Hein. C'est des fous furieux. Ils ont commencé en gypsy, ils brassaient que chez les autres. Maintenant, ils ont leur propre truc, mais ils sont à Dijon. Non, ils sont dans le sud-ouest. Ils font que des trucs complètement barrés, quoi. Et, à Marseille, ils avaient fait une gruite qui était très bonne. C'était la gruite cerise. Non, c'était une gruite. C'est une gruite bouillabaisse, non? Non. Il y avait la gruite et après ils avaient fait une sour bouillabaisse. Ah ouais, d'accord. Qui te servait avec tu vois, comme la margarita là, avec le verre. Là, il y avait de l'ail sur le verre, sur le rebord du verre et la bouillabaisse dedans. Et ça, c'était assez imbuvable. La bouillabaisse, Par contre, la gruite était incroyable. Et moi, même par rapport à la saumon Annette de Iron, c'était quand même notre niveau, quoi. Là, tu avais toute la bouillabaisse. La brasserie du Haut-Buèche, on avait goûté aussi à Marseille, c'était nos voisins. Qui fait des trucs des fois super barrés, des trucs que tu t'attends pas d'une brasserie, et toujours très bien fait. Savoir, poire, wakame. Du wakame de Bretagne. Poire wakame. Le matin à 9h avec les huîtres. À 8 degrés. Ouais, à 8 degrés, c'était fantastique. Donc à Marseille, on était entre Haut-Buèche et 90 ppm. C'était assez cool. Il doit y avoir des choses sympas à goûter. Ouais, carrément. Et ouais, c'est vrai que les brasseurs qu'on aime bien, on goûte tout, quoi. On goûte tout, on aime tout, plus ou moins. On est assez bons clients en général. On est très bons clients. Non, et puis, on aime bien découvrir. C'est vrai qu'on a la chance de connaître quelques cavistes assez pointus. Et il y en a qu'à Nice, en fait. Dans les Alpes-Maritimes, il n'y en a pas beaucoup. Et à chaque fois, ils nous font découvrir des trucs. Et notamment Benjamin, la Capivée et Will du Corner, ils nous font découvrir des trucs. Anna aussi de chez Aliops. On fait des trucs sympas. Et puis après, une autre brasserie, on a fait une collab, Gecko. Ouais. Ils sont dans le Var. Ils commencent à bien sortir des trucs bien sympas, des canettes aussi. Et on a fait une collab avec eux, avec Brewdog, en fait, pour la collab fest. Ouais, j'ai vu que vous aviez vous étiez en pression. Vous avez fait un TTO, non, à Brewdog Nice, c'est pas ça? Ouais, donc on a fait TTO. Et après, on était à la collab fest, on était en pression du coup à Londres, à Birmingham. On a Brewdog sur notre canette quand même. C'est quand même. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de Brewdog, de ce que ça représentait, etc. Et ça, on a Brewdog Nice. C'est celle-ci. Sur notre canette. C'est la bière qu'on a fait avec Gecko. Ouais. Et ça a été un des grands moments de l'année aussi. Vous avez eu des retours du coup de consommateurs au Royaume-Uni qui ont pu voir vos bières en pression? Plein. Alors le problème, c'est comment on l'a fait. On l'a fait avec Gecko parce que nous, on n'avait pas la capacité en termes de volume d'envoyer 40 fûts. En fait, la logique, c'était Brewdog choisit le bar Brewdog choisit une brasserie locale avec qui faire une collab. Okay. Et 40 fûts sont envoyés à Elon en Écosse et après redispatchés dans les bars au Royaume-Uni, dans le monde entier. Okay. Et nous, on n'avait pas la capacité de faire 40 fûts.
Donc, du coup, on est allé voir Gecko, avec qui en plus on s'entend bien. On dit, bah, écoutez, on fait une bière ensemble, et puis on la market tous les deux. Et en fait, le truc, c'est que sur la Collab Fest de Brewdog, elle était réitée comme Gecko. Mais oui, on a suivi en temps réel. Je crois qu'on a fini 10e Non, sur 70. On a fini 8e sur 70. 8e sur 70 collabs. Super retour. Donc, on a eu beaucoup de retours, et c'est que des houblons de Nouvelle-Zélande. On avait pris de chez Jordan, Jordan. un fournisseur d'importateur de houblon en France, Prisnel. Et c'était que des houblons Nouvelle-Zélande, très sympa, et c'est une très belle bière. Et qu'est-ce que vous avez dit, chérie? C'était la bière la plus vendue du festival. Ah ouais, je crois que c'est... Parce que devant, en fait, les mieux notés, c'était que des stouts, en fait. C'était des grands stouts. Des grosses... Parce que forcément, les meilleures notes, c'est ça. Grosses bières bien riches et bien plein flatteuses. Ouais. Voilà, exact. Forcément. Et c'est celle qui était un peu entre les deux, quoi, qui du coup, c'est la mieux vendue et la mieux notée. Donc, c'était plutôt cool. Et ouais, et Brewdog, en fait, Brewdog Nice, donc il y a un bar, Brewdog Nice. Et depuis le début, pareil, nous ont fait confiance. Chérie, c'est la manager, super cool. Et elle nous a vachement aidé, supporté. Déjà avec la collab. Et puis, en permanence, on a 3 fûts chez elle, dans un kegerator. Donc, on lui remplit des petits soda keg et puis on lui amène. Et toutes nos bières, elles passent par là-bas et elles sont en permanence. C'est ce que j'allais vous demander. Comment vous faites pour les fûts quand on vous demande des fûts, quoi. C'est vraiment façon un peu homebrew encore. C'est le soda keg. Carrément. Non, là, tu as un là. Vous faites du keg aussi, ça vous pouvez... Ouais, on fait des kikeg. On fait kikeg, Ecoface et soda keg. Et toi, la mano. Tu fais les kikeg de quoi, de 20 litres, 30 litres? Ouais, c'est ça. 20 litres. 20 litres, ça te prend déjà un cinquième de ta prod en un fût. Quasiment. Mais c'est bien parce que quand ça fait des kikeg, c'est-à-dire qu'on fait moins de canettes le même soir. Et t'en chies moins, du coup. On aime beaucoup les fûts parce qu'on sait que ça va faire moins de canettes derrière. Exactement, on est content quand on fait du fût. On dit, il y a 3 fûts à faire, c'est génial. 60 litres, ça fait déjà la moitié du brassin. Et les fûts, en fait, ça a commencé avec le Marseille Beer Festival et on n'a pas arrêté. Et en fait, on se rend compte que ça marche bien. On a plein de bars qui sont contents de nous avoir. Donc, c'est bien. Ouais. On essaie de mettre... On met plus en fût les bières... Enfin, on sait que les fûts, des bières un peu particulières, ça des sour et tout, partent plus rapidement que des bières, des IPA classiques parce qu'ils ont plein de... On est un peu plus cher, ils ont plein de fournisseurs de IPA classiques. Mais surtout, c'est que voilà, nos sour, nos bières un peu différentes qui sortent un petit peu de la gamme IPA et NEPA partent bien. Et puis on a plein de bons retours, donc c'est bien. Bah, tu verras quand tu ouvriras la gauze. Je viens de finir ma NEPA, donc c'est le moment. Ouais, je pense que c'est le moment. Ça, ce truc yuzu, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mal. Ouais. C'est bien fait. Ça c'est un truc. Moi, j'aimerais bien faire une passerie, une vraie passerie sour. Ouais. Et alors on a essayé avec BDA, donc les brasseurs aussi qui ont le bar à Nice. Donc on a essayé de faire une passerie sour parce qu'en fait le brasseur de chez eux il est pâtissier et donc il est pâtissier de métier et donc il dit une passerie sour avec de la poire et donc il s'est pointé un jour. Yes. Ouais. Belle couleur. Hein. Et très belle mousse. T'as le verre, t'as ton verre ciblé. Yes. Et du coup, en fait, il s'est pointé avec des fonds de tarte. Et donc, on a mis des fonds de tarte dans la cuve. On a mis de la tonka, de la vanille, 25 kilos de poire, enfin, beaucoup trop. Et au final, la tarte avec du beurre, il y avait du gras partout. C'était incontrôlable. On n'a pas pu... Enfin, bon, un bordel pas possible. Ça sentait bon, par contre. Les mecs, ils venaient... ils pensaient qu'il y avait une pâtisserie dans la rue. Juste à l'odeur du truc, quoi. Et en fait, au début, on s'est dit, ça n'a rien donné cette bière. On l'a laissé un petit peu comme ça dormir et elle est vraiment pas mal. Mais c'est plutôt sur la poire et c'est pas trop le côté passerie, il sort pas. La vanille, on a mis 80 balles de vanille dans le truc, tu sens rien du tout. La vanille elle est complètement effacée. Ah ouais, c'était le truc le plus cher. La vanille, c'est dingue, hein, dans les bières, c'est quand même souvent, t'as plein de brasseries qui en mettent, c'est pas le truc qui ressort, quoi. Après, ça peut peut-être jouer dans l'équilibre, mais tu ne retrouves pas les saveurs de vanille. Non. Peut-être sur des stouts, des trucs comme ça. Même. Je pense qu'il faut vraiment en mettre beaucoup, alors. Ouais, ou de l'extrait. De l'extrait, ouais, du concentré. Ouais. On a voulu faire du naturel, bon. Mais ouais, une vraie passerie sour, où le truc, tu vois, où tu t'ouvres déjà, t'as le nez, cannelle, t'es au petit-déj le matin dans un motel américain. Ça, j'aimerais bien faire un truc comme ça.
Donc là, moi, je suis sur la gauze. Gauze fruits rouges, du coup. Alors, je vois fraise, mûre, myrtille, framboise, cassis. Vous n'avez pas lésiné, hein, vous avez tout mis. On a tout mis. En fait, non, en fait, la vraie. Il n'y a pas de tomate. C'est ce qui restait dans le congèle. Et par contre, je vois sel, levure, coriandre. Donc, vrai gauze avec de la coriandre comme la gauze traditionnelle. Exactement. Ça, c'est difficile à faire ressortir. D'ailleurs, si tu as la version. Tu dois avoir la 2. C'est-à-dire la deuxième. Est-ce qu'il y a un moyen de la reconnaître? Non, aucun. Ok. Mais c'est juste, en fait, on s'est trompé, on a inversé les quantités de sel et de coriandre. Donc c'est pas très salé. Moins salé et plus de coriandre. Moins salé et plus de coriandre. Ouais. Je sais pas. Au nez, t'as bien le nez d'une gauze, hein, t'as quand même le côté salin minéral qui ressort. Donc, Ouais, tout à fait. Ouais, très bien. Parce qu'on avait augmenté les quantités de coriandre dans la première pour essayer de faire ressortir. C'est Et très difficile de faire ressortir le. On l'a concassé, alors qu'au début, on l'a concassé pas. Très difficile de le faire sortir. Non, mais là, pour le coup, je trouve que le côté salin minéral, il ressort plutôt pas mal. Ah, bah, peut-être à la première version. Et c'est bien blindé de fruits rouges, c'est super bon. Ouais. C'est bien gourmand, c'est super chouette. Merci. Ouais. Et puis il y a une belle longueur. Ça, J'ai encore le. On a pas mal de succès, les sour et les gauzes. Ouais, ça marche bien. Maintenant, ça marche bien. C'est faire découvrir aux gens. Parce que les gens pensent tout de suite à une crique ou un truc comme ça. Bien sûr. Et donc leur expliquer comment on travaille aussi le pH, comment on baisse le pH et tout. Donc il y a un côté éducationnel. Les gens aiment bien, c'est assez réceptif. Et comme on a pas mal de restos à Antibes qui nous distribuent, c'est joli, tu vois, elle a une belle couleur, elle a une belle robe, dans un verre quand il fait chaud sur le terrain, c'est plutôt... Ça passe bien. On avait fait une Mirabelle rhubarbe qui était un peu moins expressive en goût. Mais qui est vachement fine. Très très fine. Mais... il l'a. Le problème je l'ai pas encore ouverte. On m'a pas conseillé de l'ouvrir en live si je tenais à ma table de mixage. C'est vrai. Elle mousse pas pour tout le monde. Hein, donc il y en a. Je verrai, mais je l'ouvrirai avec des précautions en tout cas. Mais Mirabelle, c'est un truc que j'adore, mais c'est vrai que souvent dans les bières, c'est très peu expressif. Hein, je sais pas comment il faut. C'est assez discret effectivement. Mais non, mais les sours, on a bien. Et le passerie, j'aimerais bien. Et j'ai pas goûté la fauve. Je sais pas si tu l'as goûté, la fauve passerie. D'ailleurs, une autre brasserie qu'on aime bien, la fauve. La fauve, ils ont fait récemment des passeries je crois. Ouais, ils en ont plusieurs. C'était laquelle? C'est avec des fruits rouges? Ouais. Sur les rouges collines, ça doit être. Que j'ai goûté et qui est très très chouette. Mais toi, j'y retrouve pas forcément non plus le côté pastry ultra sucré gourmand non plus. Mais ça restait une sour qui était très fruitée. En fait, plus sur le fruit que sur l'acidité. Et du coup, je pense que le côté pastry, tu le retrouvais dans cette facilité, cette buvabilité. Mais t'as pas le côté pastry comme tu pouvais avoir sur certaines pastries de chez Opirode, par exemple. Ouais, tu vois, les pastries gauzes de chez Opirode, je trouve qu'en termes de pastry sur les acides, ils sont à un niveau assez élevé, quoi. Tu prends leur picaboule à la poire tonka, c'est incroyable. Bah, c'est un peu, moi c'est écouter ça, j'étais pareil, j'étais sur le cul, et c'est pour ça qu'on a voulu faire poire tonka d'ailleurs. Depuis, il n'arrête pas de nous faire du poire tonka. Ouais, mais elle est cool, elle est super cool là. Après, faut aimer la fève de tonka, mais je trouve que c'est quelque chose qui marche super bien dans les bières. J'ai rebu il y a pas longtemps, c'est Pi qui a sorti une gamme de saison, Imperial Saison Barrel Aged. T'as en Barrel Aged de Calvados, donc t'as la Calvados Espiritus, Calvados Sanctus et Calvados Zestus. Et il y en a une qui est avec des feuilles de tonka, des fèves de tonka, et ça rend super bien. C'est juste très très bon. Vous m'entendez plus? J'ai plus de retour. Dès qu'il y a un qui va au chiottes, en fait, tous débloquent le retour des autres. Alors on est bon parce qu'on débranche nos oreillettes quand on va là, c'est bon, même. Vas-y. Ouais, là c'est bon là. C'est bon là? Ok. Non, t'entends. Ok. Il y a une histoire, c'est quand on voulait raconter, c'est quand on a fait exploser un fermenteur. Tu voulais raconter? Vous avez fait exploser un fermenteur? Lui qu'il a bien raconté cette histoire parce qu'il n'était pas là. Donc du coup, il la raconte à tout le monde. Je la raconte mieux, quoi. Oui, forcément. On a explosé un fermenteur. Ouais. Alors ça se passe comment quand on fait exploser un fermenteur? Alors, c'est un concours de circonstances à la fin d'erreur. C'est pas une erreur, c'est plusieurs erreurs. Comme toujours dans un accident, c'est rarement une seule erreur. Et donc c'est des fermenteurs, tu vois, ceux qu'on voit derrière là, qui sont pas pressurisables. D'accord, ouais. Enfin, tu peux les pressuriser
pour le transfert. C'est-à-dire que tu mets genre 3 PSI, donc un bouillon de bar, c'est vraiment très peu, pour juste pousser la bière, pas avoir d'oxygène, et du coup, on transfère dans notre tank que tu as vu tout à l'heure, la cuve de gare. Et donc là, l'opération, bon, il faut bien doser la pression. Il y a une valve de sécurité. Sauf que cette valve, elle est sur un élément qui peut s'enlever et qui sera remplacé par une autre valve de sécurité beaucoup plus haute. Et ensuite, tu peux ne pas ouvrir, par exemple, la cuve qui réceptionne le liquide, donc, du coup, qui monte également en pression. Et enfin, vu que ça ne transfère plus, augmenter la pression de la bouteille de CO2, parce que voilà. Parce que ça ne marche pas, donc il faut augmenter la pression. Voilà, et à un moment donné, ça fait goût. Et là, je dis à Eric que lui voulait absolument raconter l'histoire. Ouais, on lui a pas posé la question. Donc lui qui n'était pas là, et donc le truc a explosé, ça fait un bruit. Je pense que ça a dû réveiller le quartier. On s'est retrouvés tous les deux. En plus, c'était tard. C'était tard. En plus, c'était tard. Non, le truc, c'est qu'il aime bien la raconter parce qu'il n'était pas là, en fait. C'est ça, un truc. Mais il raconte pas l'histoire quand tous les deux, on n'était pas là. Et qu'il a laissé, ah ouais, j'ai laissé couler la moitié du brassin. Il a laissé couler la moitié du brassin dans le caniveau. Ça, il la raconte pas, celle-là. En fait. Il avait moins fier, beaucoup moins fier. Mais ceci dit, la saveur était très bonne parce que c'est une Berliner Weisse. Elle aurait été trop forte si je n'avais pas laissé. Bon, rassure-toi comme tu peux. Ouais. Dans les questions que j'avais à vous poser, j'avais juste noté un autre point, c'était le point de la communication et des réseaux sociaux. Alors, vous n'animez pas forcément tous vos réseaux sociaux, mais j'ai vu que vous étiez super présent sur toutes les plateformes, donc ça va des classiques Instagram et Facebook, mais je vous ai retrouvé sur TikTok, sur LinkedIn, voilà, et donc forcément des trucs qui sont un peu moins fréquents, moins courants, mais c'est... Sur Twitch maintenant. Sur Twitch, du coup, bientôt les lives, brassage le samedi. À nos métiers, à nos seconds métiers. Ouais, LinkedIn, en fait, pour nous, Insta c'est vachement expressif. Insta, c'est la plateforme. C'est l'endroit où il faut être maintenant pour prendre une bière en plus. Enfin, toutes les brasseries sont là et je pense que le consommateur est sur Instagram. Exactement. Facebook, un petit peu, on a un petit public sur Facebook. Et puis LinkedIn, c'est parce que professionnellement... Voilà, on fait chier nos boss en disant on n'a rien. On bosse pas en fait, on a des. Ouais, exact. Et professionnellement, c'est un peu parce que fondamentalement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on fait un job qui ne nous éclate pas forcément à 100%. Et à un moment donné, tu cherches un petit peu un sens à ce que tu fais dans ta vie, quoi. Et faire un produit concret que tu peux toucher, que tu peux boire, c'est quand même assez gratifiant. Et montrer ça à nos collègues. C'est aussi un petit kiff, quoi. D'accord, ouais. Parce que donc LinkedIn, c'est vachement moins bizarre en fait que tu. Bon, moi, je savais pas qu'on était sur TikTok, mais. Après, je crois qu'il y a eu une vidéo qui a été postée, mais c'est là qui est très. Il y a peut-être moyen. Il y a une place à prendre. Il n'y a pas beaucoup de brasseries qui y sont. Donc... Exact. C'est vrai sur TikTok, il n'y a pas beaucoup de brasseries. Non. Après, il faut danser. Par contre, il faut faire des cours, les gars. Il faut réviser les cours. Parce que c'est lui qui est très réseaux sociaux. Alors ça, c'est vraiment ça. Ouais. Et cela dit, Instagram, ça nous a apporté un nombre de connaissances, de clients, On a commencé avec un autre Instagrammeur, Fab de Fab, à Montpellier. C'est un peu lui, parce que il mettait aussi des photos de Clara Morgan en même temps que les bières. C'est un peu c'est son créneau, quoi. Voilà. Et donc on a commencé à le connaître et tout. Il nous avait pris quelques bières aussi. Et puis après, lui, on l'a perdu dans les spontanés, dans les sauvages. Ouais, là maintenant, c'est vrai qu'on le voit dans les vins nature, là, on l'a perdu. Il nous a lâché. Mais ouais, il y a Hopi Quarter, voilà, Yassi, Mbir, voilà, toi, Vincent. Moi, je vous ai connu via Vincent, parce que Vincent, je sais pas le nombre de bières de chez vous qu'il a bu, mais je pense qu'il a tout goûté. Hein. Je vois tout passer sur son Instagram. Il est assez méthodique dans ses reviews. Et puis, il fait une série. On va voir du noiseless tous les jours pendant une semaine sur son compte. Ouais, c'est cool. Merci Vincent. Et puis on a fait aussi un petit concours là récemment, voilà, pour un peu faire connaître des bières. D'ailleurs, il
une gagnante à Lille qui a gagné notre boîte. Du coup, non, et Instagram, ça nous a rapporté plein de retours, de clients, d'amis, de gens qu'on a rencontrés. Donc c'est clairement, ça a été clairement un truc sur lequel on peut montrer. Et c'est vraiment, ouais. Vous buvez quoi de beau là du coup? Malpolon, ok. C'est laquelle? Grappe 2021. Grappe 2021. Ouais. Oh, c'est toujours très bon, Malpolon. Ouais. C'est des gens qu'on a rencontrés à Marseille aussi. Ouais. Qui étaient très très sympas. Exact. Ouais. Sacrilège aussi. Dans le style, ils font des trucs sympas. Ouais, tous en fait. Donc ouais, les réseaux sociaux, ouais. Et donc LinkedIn, c'est vraiment parce qu'on a des métiers à côté qui nous ont toujours poussé vers LinkedIn, donc ça fait un peu partie de D'accord, ouais. situation. Mais c'est vrai que ça a fait un peu, je suis pas chez nos boss, mais on a eu plein d'appréciations. Un peu de jalousie. De la bière, ouais, un peu de jalousie. Mm. Je pense que, enfin voilà, on a pas mal de collègues qui disent merde, quand même, à votre âge, vous êtes mis à faire autre chose pendant le Covid. Ton âge, moi je suis un peu à plus mon jeune. âge, pas mon âge ou l'âge d'Eric. Donc Luc est un peu plus jeune. D'accord. D'où TikTok, quoi. Ouais, voilà. Pas. Ce Twitch. Raph a quand même un fils de 18 ans, plus de 18 ans, ouais. Si, ta fille. Et qui lui dit, quoi, t'es sur Twitch? Ouais, quand j'ai annoncé, je crois que je dis twist en fait, hein, mais quand j'ai annoncé ce soir, on a été live, et c'est mon fils de 14 ans, ça se peut même pas, il a 18 ans qui s'en fout royalement, mais mon fils de 14 ans, il me dit, mais t'es sur Twitch? Je crois que j'avais dit twist, ouais. Et, donc il était assez impressionné. Ouais. Du coup, je me suis fait une espèce de petit truc de putain. Du coup, tu lui as dit, ouais, pourquoi? Bah ouais. Non, je vais lui dire, je suis sur TikTok aussi. Je vais faire 2 pas de danse. Ah, mais bientôt les vidéos avec la chorégraphie. Hein. C'est vrai, c'est lui qui s'occupe de toute cette partie. Notre, comme on dit dans le jargon, le CMO. De Moïse, ouais. Et j'ai vu que vous communiquiez aussi pas mal en anglais. Alors, je sais pas si c'est une volonté d'aller chercher un public large ou c'est. Oui, bah le nom est en anglais aussi, mais pour le moment, vous êtes quand même encore en. L'officiel et l'anglais. Ouais. Donc l'anglais nous est. Enfin. Ouais, on est après à des niveaux différents, mais on parle en anglais tout le temps. On a beaucoup d'anglo-saxons ici en type. Ouais, Raph a grandi à Londres. C'est vrai que tu as grandi à Londres. Donc, et puis, ici, il y a beaucoup d'anglo-saxons. Notre communauté. Les Ibériques, c'est plutôt français quand même s'il y a des Allemands. Ouais, mais là, nos meilleurs clients, c'est des Norvégiens et des Suédois qui habitent 2 étages au-dessus, qui sont étudiants dans les écoles d'ingé, qui sont 1 an en échange. Et c'est vrai qu'ils viennent nous prendre 12 bières. Dès qu'on est là, ils viennent, ils prennent 2 packs de 6 et. Ouais, c'est vrai. Et alors l'anglais, parce que à un moment donné, tu peux pas tout traduire et tout faire dans toutes les langues. Parce au final, j'allais dire, vous êtes à Antibes avec une production quand même assez contenue. Vous devez cibler un public très local, mais en fait, au final, oui, ça, c'est le fait que aussi la ville soit assez cosmopolite et que vous avez notre public est très anglo-saxon en fait. Enfin anglo-saxon et suédois, enfin nordique, tu vois, australien. Hier, j'étais au corner du coup le barbier là. Il y avait, ça parlait anglais tout le temps, quoi. Il y avait c'était que des beer geeks et tout le monde parlait anglais, à part 2-3 supporters du PSG qui se sont un peu éteints la soirée. Et si tu réfléchis, le bar Beer Geeks qui a toujours marché ici s'appelle quand même le Beer District, qui est quand même un nom aussi vachement anglo-saxon, Beer Guru, enfin tu vois. C'est donc il y a une culture un peu anglo-saxonne dans la région. Et nous, on a beaucoup de bottistes, des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle les bottistes, qui travaillent sur les bateaux, c'est des Australiens, des Anglais. Et ça fait un peu partie de notre. On va à des pubs où les gens, Brewdog, la manageuse dont on parlait tout à l'heure, elle est anglo-saxonne. Enfin voilà, c'est vrai que ça fait un peu partie de notre environnement. Okay. Et quelle est la place de la communication pour vous dans votre métier, dans votre métier de brasseur, dans la vente de la bière, dans la distribution, de la communication? C'est important pour vous d'être présent sur les réseaux sociaux? C'est l'échange. Nous, on kiffe l'échange. Okay. Tu vois, on kiffe quand tu as quelqu'un qui vient nous chatter, nous dire « Ah tiens, j'ai fait ça, j'aime bien cette bière ». L'échange, et ça passe par la communication. Enfin, voilà, ouais. Par exemple, là, récemment, une followeuse qui nous commandait un carton sur Paris. Et pareil, ça, au début, c'est comment on trouve vos bières, on ne peut pas les trouver. Non, mais on peut t'envoyer un carton. Et voilà, on échange. Et l'échange est intéressant, quoi. Après analyse du profil, on a envoyé un carton.
Non, mais c'est c'est très important. Enfin, c'est très important. Bah, Dans la vie de la brasserie, depuis le début, Insta, ça a quand même été une. Ouais. On communique nos horaires, on communique ce qu'on sort. Puis on aime s'exprimer sur les canettes, sur le visuel. Donc, effectivement, ça crée très un important. échange. Donc Oui, après, on est dépassé un petit peu par ça aussi. Hein. Oui. On a des cavistes plein de partout qui nous demandent comment on fait pour avoir vos bières, est-ce qu'on peut. Et nous, on n'est ni dans la capacité de fournir en termes de quantité, mais ni dans la capacité logistique de leur envoyer. Oui. Donc, du coup, il y a un petit peu un effet un peu pervers parce que du coup, on est très suivi. Ouais. Il y a un petit décalage entre l'image que les gens ont de vous et ce que vous êtes capable de faire. Mais ça va changer. Ça va peut-être changer. Mais c'est vrai que c'est intéressant de parler de ça parce que moi, en vous découvrant via les réseaux sociaux, avec la communication que vous avez, les super visuels, la mise en avant des canettes et des produits, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même une brasserie qui commence à peser, à s'installer. Et en fait, quand on échange avec vous, non, mais les produits sont au niveau de l'attente, mais en fait, vous avez un tout petit local, des petits fermenteurs, vous n'avez pas la capacité de faire de 90% des homebrewers américains ont 10 fois ce qu'on produit. Là, si tu vois les homebrewers américains. Mais en même temps, les échelles de production aux ES, c'est pas la même chose, quoi. Là-bas, t'es une brasserie artisanale si tu fais moins de 7 millions d'hectos, donc bon. Voilà. Non, mais donc, en fait, le truc, c'est qu'on apprend. Surtout sur tous les sujets. C'est-à-dire ça passe de faire une bière correcte, de comprendre ce qui se passe, comprendre quand on fait un truc moins bon, apprendre la com, les visuels, positionner le prix, comprendre les réseaux de distribution, les cavistes, les différents segments. Tu vois, Raph parlait des bières locales, régionales, les bières geeks, les sauvages. C'est quand même 3 segments bien différents, avec des publics différents. Et comme ça, quand on lancera la prochaine phase, bientôt, on aura appris. On aura passé 1 an et demi, 2 ans à apprendre. Et du coup, peut-être on évitera de faire certaines erreurs et on s'orientera dans là où on a envie de s'exprimer. Aujourd'hui, on distribue aussi bien dans un caviste KVB qui est très spécialisé, très pointu, où il y a ammonite, sacrilège, malcolon, etc., qu'au VNB de Cannes-la-Boca, qui commence à s'améliorer, dont le rayon bière est en train de s'étoffer, mais qui est quand même très typé belge, qui est très typé vin. Que dans un resto vin nature aussi. On est dans un resto vin nature. Alors, donc on commence petit à petit à comprendre aussi où on se situe, parce qu'on n'est pas, on fait pas un produit suffisamment travaillé pour être dans des cavistes hyper pointus sur des bières barriquées, etc. Et en même temps, on a certaines bières qui, au VNB, sont vendues constamment, passent super bien. Donc, tout ça, ça joue. C'est un peu les réseaux sociaux, pour revenir à ta question. On a découvert pas mal de VNB. Ils nous ont contactés via les réseaux sociaux en disant on ouvre un VNB à Cannes. Est-ce que vous voulez nous filer quelques bières, vous les passer, etc. Donc, oui, c'est très important. Et puis, pour le coup, VNB de Cannes-la-Boca, si je dis pas de bêtises, il n'est pas très très vieux. Non, il a à peine 1 an. Ouais, et il tourne beaucoup de craft. Ouais. Enfin, moi, je le vois passer. Parce que pour le coup, moi, je bosse chez VNB. Je bosse à la centrale d'achat de VNB. Je suis l'acheteur craft chez VNB. Donc, je vois qui commande de la craft chez VNB. Tu vois. Et donc. Apparemment, et au VNB Vauban, donc qui est l'autre à Nice. Qui, pareil, on a. Ah non, mais je dis peut-être une connerie. C'est peut-être Nice que j'ai en tête. Vauban, il passe plus de craft parce que la clientèle est nettement plus jeune. Oui, non, mais alors je confonds. Soleil, le truc, c'est une clientèle, il passe plus du saucisson et du vin rouge. Mais en même temps, on a fait une soirée là-bas où on avait quelques fûts, il y avait 400 personnes. Ouais. Tout le monde dansait. Donc, des belles zones d'achalandage aussi. Puis l'ambiance est sympa. Enfin, il y a vraiment une logique. Et eux sont franchisés. Ouais, comme Vauban. Donc non, VNB, on commence à se rapprocher. On s'est fait inviter à VNB. Angoulême. Angoulême, c'est ça que je te disais. Il y a les deux là, Angoulême et Cognac. Et Cognac. Ah Cognac, du coup le gars de Cognac, c'est Château Bernard, qui était un ancien d'Angoulême qui a monté à Château Bernard et qui, eux, ils ont pareil dans les 2 magasins, c'est passionné de craft, t'as de la craft de partout et ça m'étonne pas trop du profil en fait. Il nous a dit venez faire un TTO, amenez-moi 24 fûts. On dit nous 24 fûts, il nous faut 6 mois quoi pour les avoir. Il va falloir qu'on s'organise un petit peu avant. On en revient à ce qu'on disait avant, il y a un petit du coup le décalage entre la perception de la brasserie et la capacité réelle. Après, personnellement, je préfère dans ce sens-là que dans l'autre. Si on était dans une
capacité de production énorme et qu'on n'avait pas de retour, tu vois. Ouais, bien sûr, clairement. Oui. Ou des trucs, on serait vachement plus emmerdé. Ouais, qu'on soit obligé de faire des trucs qu'on n'aime pas pour répondre à une demande, à des clients. Voir écouler des choses qui nous correspondent. Voilà, bien sûr. Ça, on n'a pas de problème. Donc on a un projet, ouais. Donc ça va changer. Donc avant que la bulle éclate. Retombe, ouais. Avant que le hype retombe, je pense qu'on aura un petit projet, on sera capable un petit peu de donner suite à. Ouais. Cool. Et juste pour finir sur les réseaux sociaux, on peut pas parler de réseau social dans la bière sans parler d'Untapped. On l'a un peu évoqué avant. C'est un réseau social qui est vraiment important pour vous, pour toute brasserie, on va dire, en tant que jeune brasserie qui se monte et qui qui grandit, on va dire, rapidement en plus dans votre cas. Ça a vraiment une importance dans votre croissance et dans votre avenir. On en revient au segment. Si on faisait une bière d'Antibes, Malte bio, typé Antibes, bateau et tout, probablement Untapped n'aurait aucun intérêt. Dès que tu tapes une clientèle un peu anglo-saxonne, un peu internationale, on l'a tous utilisé, nous. C'est pareil pour le vin nature. Tu utilises raisin parce que tu sais où tu vas être, il va te géolocaliser, il va te donner les 5-6 endroits autour de toi où il y a du bon vin nature, où la bouffe. Et Untapped, c'est un peu la même chose. Voilà. Nous, quand on va quelque part, on utilise Untapped. Après, Untapped, ils ont du progrès à faire parce que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de pizzerias et de trucs un peu merdiques. Mais d'une façon générale, tu arrives à voir autour de toi ce qui est dispo. Bien sûr, ceux qui utilisent l'app pour leur mue. Et puis, on aime bien l'échange. Donc, quelqu'un qui nous note, qui met un commentaire, bien ou mal, hein, on va interagir, on va essayer d'interagir, on va voir le feedback. Et puis, certaines bières qui sont mieux reçues que d'autres, c'est pareil. Ça nous permet. Ça nous donne des indications sur ce qui est aimé, ce qui n'est pas aimé, ce qu'il faut qu'on fasse, ce qu'il faut qu'on améliore. Donc, c'est plutôt un feedback qu'on reçoit. Et qui est important pour nous. Donc, globalement, c'est bien. Plutôt que de la promotion, mais plutôt un feedback. Des gens qui sont venus en disant on vous a trouvé, vous êtes dans les 10 meilleures brasseries françaises sans être officiellement dans la liste, tu vois. On a des gens qui viennent pour ça. Et notamment, les anglo-saxons, c'est évident. Et à Antibes, il n'y a pas beaucoup d'endroits. Nice, c'est nettement plus riche. Mais Antibes, bière craft, il n'y a rien. C'est-à-dire, on est les seuls brasseurs vraiment qui ont ce type de bière. Il n'y a pas vraiment de bar bière craft. Donc, si tu es sur Untapped à Antibes, le Noises, il est présent et tu l'as en plein milieu du. Donc, au final, pour vous, pour le moment, en fait, tant que vous n'avez pas les 1000 notes et que vous n'êtes pas officiellement dans le top ranking, c'est surtout cette fonction géolocalisation qui vous permet de trouver du public en local, de gens qui cherchent de la bière et qui se disent il y a une brasserie dans le coin, elle est là, il faut que j'y aille. Et pourtant, pour autant. Là, on avait dit une note qui est à 4,03 de moyenne avec 707 ratings comptés par Untapped. C'est-à-dire que si là, avec cette note-là, vous rentrez dans les 1000 notes, vous rentrez dans le top ranking, vous arrivez 4e. Ouais, c'est ça. Mais bon, après c'est. Après, le truc, c'est que c'est le même commentaire que 90 BPM t'as fait quand ils sont passés. C'était, ils venaient juste d'arriver à leur 1000, je crois. Ils étaient deuxième, je crois, derrière Harmonite à ce moment-là. T'enlèves la famille, les amis. Oui. La famille, les amis, les oncles. T'es à 370, quoi. Les cousins. Mais pour tout le monde. Ouais, mais 90 BPM, moi, c'était il y a presque un an. Le podcast avec eux. Ils venaient de rentrer dans le top Untapped avec 1000 notes à 4,02 ou 4,03. Ils étaient deuxième à cette époque-là. Là, ils sont toujours 4e. Ils ont 4 tourons, tu vois, et ils ont 3200 notes. Donc, mine de rien, ça. Non, mais c'est fantastique ce qu'ils après, font. Est-ce qu'il y a le fait d'avoir plein d'amis et de cousins et copains qui viennent bien te noter et qui font que tu arrives dans le top 1000 à 4,02, ça te facilite pas la vie. Tu les reconnais facilement, les cousins et les amis, parce qu'ils mettent tous 5. Donc si tu enlèves tous les 5, tu vois, probablement à 3, 80. Mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu arrives dans le top 1000 avec une note à 4,02, 4,03 et que tu arrives directement dans le top 5 français, ça peut-être te facilite aussi la tâche pour la suite. Là, tu t'es connu des bières geeks pour être une brasserie qui a en fait, le jeu de l'hype, toi. Ouais, et les cavistes aussi. Oui, bien sûr. Les cavistes, les distributeurs, il y a tant de personnes qui maintenant se basent juste sur Untapped pour faire leur sourcing. C'est un peu l'objectif, hein. C'est pour ça qu'on est un petit peu accro au rating de Untapped. Non, les regarde. Forcément. Non, et puis après, on a Ambre, une de nos. Donc, je sais pas si tu la connais. Ambre aussi, elle est sur Insta. Ambre likes every beer. Ouais, ça n'est rien, mais oui. Avec son copain Mathieu. Et donc, Ambre met 3,75 à tout le monde. Tout le temps, toutes les bières qu'elle boit, elle met 3,75. Carbonite, elle fait descendre un petit peu. Donc, Ambre, si tu pourrais mettre.
4,25. Changer les habitudes de. Non, c'est important, mais je pense que point de vue business. D'ailleurs, on va faire une collab avec elle parce que. Je pense qu'Instagram est nettement plus porteur de commercialement de business que Untappd. Ok. On a été contacté par plein de monde. Non, en fait, c'est important. Et puis, c'est un truc où on apprend aussi. Voilà. On apprend. Et ça nous sort un peu de nos métiers habituels. Et c'est vrai que quand tu entreprends un truc comme ça, même à petite échelle, tu apprends tout. De la compta. D'ailleurs, la compta, c'est un comptable qui est. Ah, bah oui. Grand classique. C'est probablement la meilleure note sur Untappd. Ouais, je sais plus à combien c'est, mais ouais, la Pliny the Elder, ouais, c'est... Et c'est très bon, hein, mais c'est. Elle est vide. Ouais. C'est très bon, mais c'est complètement surfait par rapport. Enfin, c'est une très bonne double IPA, quoi. Double IPA, ouais, c'est quand même. C'est vrai que ça a 4,51 sur Untappd. Voilà. À combien de rating Oh, je pense que t'en as. Attends, je te dis ça, t'en as. C'est marqué où 262 000. Ah, voilà. Et ça crée un mythe. Et en réalité, quand tu la bois, oui, c'est bon, mais. Mais nous, on a c'est des gens comme. qui viennent à la brasserie. Ça, c'est des mecs qui viennent ici et qui nous apportent la bière. Nous ont trop bien. une bouteille de Pliny. Ouais. Nickel. Ah bon, c'est un pote. C'est un voisin, ouais. C'est un voisin. Mais on a plein de gens qui viennent à la brasserie, des beer geeks plutôt, qui voient la bouteille et waouh, vous avez Pliny the Elder, quoi. Vous avez vu Pliny the Elder. Ouais. C'est l'achievement de Beer Geek. Ouais. On a le Magnum de la Monite aussi, quelque part. Oui, c'est bien. Mais tu vois, Vincent, dans le chat, il parle de la Eddie Topper. C'est un peu la même chose que la Eddie Topper de Alchemist, qui est un peu le mythe de la bière qui a créé les Neipa. C'est 4,54 sur Untappd, c'est 255 000 ratings. Alors, moi, j'ai jamais pu la goûter. Je sais que Vincent, il en a chopé une, donc il nous dira ce que ça donne. Mais... Après, il y a une histoire. C'est-à-dire, quand tu es un précurseur dans un truc, c'est normal. Et Pliny the Elder, voilà, c'est la West Coast IPA par excellence. Bien sûr. Et pour en revenir un peu plus, où est-ce qu'on... Ah, et il y a Vincent qui me confirme qu'il a bien une Eddie Topper au frigo. Ah ouais. ouais. Attends-moi pour l'ouvrir, s'il te plaît. Non, pour en revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt sur on va dire, votre croissance et ainsi de suite, il y a des projets, du coup, ça va évoluer? C'est quoi le futur de Noiseless? Ouais, non, on est en train de regarder pour produire plus, quoi. Mais le truc, c'est qu'on ne veut pas faire un truc à moitié et dans la région, n'importe quel espace, ça coûte la peau des couilles. Ouais, bah oui. Donc, c'est déjà, tu te mets dedans avec un loyer à 4, 5, 6 000 balles pour un entrepôt dans la Pampa, quoi. Donc là, on regarde plutôt un espace, mais alors dans une autre région de la France, sud-ouest. Très belle région aussi. Hein. Ah, l'Aveyron, je connais moins, mais sud-ouest, c'est sympa. Hein. Moi, je viens de là-bas. Ok. Et donc, ouais, l'histoire, c'est que mon père, carrossier à la retraite, donc il y a un grand garage, un grand espace vide, et dans lequel on est en train de regarder pour installer une brasserie, en s'associant avec un brasseur local qui, lui, fait de la bière locale bio, avec des maltes, des trucs locaux. Et ouais, on est en train de regarder ça, sérieusement. Okay. Et donc là, ce serait un step en plus de passer, on va dire, à plein temps dessus, ou ça serait toujours en parallèle de vos boulots? Progressivement, quoi. Oui, progressivement, je vous demande pas d'annoncer votre démission en live. Hein. Non, il y aurait 2 personnes à plein temps. Moi, clairement, je passerai au 4-5e, tu vois. Enfin, je me dégagerai un peu de temps. Mon boss est au courant déjà derrière, il va regarder le YouTube. Ouais, Sébastien. C'est son boss aussi. Qui est aussi mon boss d'ailleurs. Non, je n'est pas encore au courant. Et donc se dégager petit à petit pour arriver à en vivre et puis monter un business qui tient de la route aussi. Donc, ouais, puis c'est compliqué, c'est un step, c'est pas facile comme step. Donc là, effectivement, on partirait sur un 20 hecto de prod. Ouais. Avec les fermenteurs qui vont bien derrière.
voilà, bien derrière, quelque chose qui... Et puis offrir la possibilité à d'autres brasseurs de venir brasser sur le en fait, bateau. nous, ce qu'on aime, on aimerait monter un truc un peu... C'est l'aspect communautaire. Donc, on a envie de... nos collabs. Ouais, de les collabs, tout ça. Donc, déjà, ce qu'on va créer, ça va être une coopérative. Donc, ça va avoir un statut coopératif. Avec, oui, un peu comme ça se fait déjà. Il y a qui en coopérative? Il y a Sport qui est en coopérative en Normandie, à Montpellier. En Normandie, ouais. Exactement. Exact. Et à Montpellier, je ne sais pas s'ils sont en coopérative ou pas. Dans le truc qu'ils ont fait avec c'est Sacrilège. Ah oui, c'est le. Comment ça s'appelle? Brewing Beers, non? Ouais. Brewing Bears, je sais plus. Brewing Bears. Ouais, Brewing Bears. Bear House, là, le gars de Bear Bear House. House. Et ouais, ils ont créé un petit truc. Donc nous, en fait, ce qu'on aime bien, c'est le concept d'atelier collaboratif. Donc, on aimerait bien accueillir des brasseurs, des gens qui veulent faire des batchs. Des gypsies, mais pas ce genre en de mode, choses. Voilà, mais des gypsies, parce que c'est pas facile d'être gypsy. Oui, bien sûr. C'est pas pourquoi? Parce que tu brasses chez quelqu'un qui juste accueille un gypsy comme ça de temps en temps pour venir brasser et qui fait ses bières, et en général des bières traditionnelles. Le mec, il va commencer à lui dire moi, je vais mettre 20 grammes de hop de houblon par litre. Je veux faire une sour. Le mec, il dit non, mais fermenteur après, et tu vas me contaminer tout, et le filtre, et le machin. Et donc, du coup, tu vois, il te limite dans ce que tu peux faire. Et nous, on a vraiment envie d'un endroit où les gens peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Et on les aiderait. Donc, ouais, non, on le voit un peu comme ça. Et on aimerait faire ça là-bas à grande échelle. Et éventuellement, la même chose ici, à petite échelle, c'est-à-dire un peu comme on a ici, mais peut-être un petit peu plus grand, avec plus d'espace en tout cas, peut-être plus de fermenteurs. Et pareil, accueillir des gens qui veulent des brassames, qui veulent faire un brassin de 100 litres, de 100 pour... Parce qu'ils ont un mariage, une communion, que le cousin et que le... Parce que le week-end d'avant, tu étais bourré. Ouais, puis l'oncle a super une collab pour la mariage. Super aimé la bière, donc il faut la proposer. Voilà, on aime bien ça. Ouais. Donc c'est en revenir à l'échange, en fait. Nous, c'est ce qu'on kiffe. Quand il y a des gens qui viennent à la brasserie des Brassam, nous poser plein de questions, enfin nous partager, nous on adore, quoi. Parce qu'on était comme ça il y a 2 ans. Et clairement, on kiffe la partie échange. Mais on a besoin d'espace, ouais. Ouais, l'espace, c'est vraiment notre... Parce que là, tu vois pas l'envers du décor. C'est que là, vous êtes collés au mur. En fait, là, t'as les fermenteurs, c'est cool et tout, mais le reste, c'est un bordel sans nom. Et ouais, on a besoin d'espace. On a envie d'expérimenter plein de trucs, on n'a pas l'espace pour le faire. Ouais. Et un autre truc qu'on a expérimenté, c'est on a fait un gin. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool ça. Avec une distillerie amie. Et en fait, on est parti là-bas, donc dans l'Aveyron, ça se passe aussi. Okay. Et on a brassé une bière. Donc on n'a pas l'étiquette officielle encore, mais le liquide est là. On a le liquide, ouais. Et en fait, on est allé brasser une bière avec de la Quake là-bas, qu'on a distillé 2 fois et qu'on a aromatisé. Donc on a mis passion, enfin tropicaux. Okay. Plutôt un fruit, pas du tropico, des fruits tropicaux. Et voilà, c'est un petit gin qu'on a fait. On n'a pas encore les bouteilles, mais ça va venir. Ah, c'est top ça. Ça permet de se diversifier un peu, c'est cool. Il y a beaucoup de brasseries maintenant qui se mettent à faire ce genre de spiritueux, du gin, ou des eaux de vie de bière, des bières spirites, ce genre de choses. Ouais. Après, en vrai, c'est quand ils ont raté des brassins. Oui, complètement, oui. T'as un brassin foiré, tu le distilles, bien sûr. Mais en 4 jours, on a appris. C'était un monde. Enfin, toi, tu connaissais un petit peu, mais nous, on ne connaissait pas en 4 jours. On a essayé de bosser en plus parce qu'on continue à bosser quand même. Notre autre métier. Et dans la distillerie, c'était impossible. On avait mal à la tête. Les vapeurs d'alcool. Ouais, c'est autre chose. Mais on a appris plein de trucs. C'est un autre métier. Ça a été vachement intéressant comme expérience. Puis derrière, ça te permet aussi d'étendre un peu tes collaborations avec des bars et compagnie, de permettre de pouvoir promouvoir du spiritueux craft aussi. C'est chose qu'on voit un peu moins. Brewdog a été pionnier là-dessus. Plein de brasseries le font maintenant en France aussi, mais ça se développe de partout. Et un des gin Brewdog, il y en a un des deux qui est vachement bon. On peut pousser à l'extrême, mais qui est... C'est la première fois que je voyais un alambic fonctionner avec la bière qu'on avait créée, qu'on avait fermentée. Enfin, c'était une super expérience. Ouais, c'était cool. C'était vraiment bien. Ouais, et du coup, pour les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent en podcast, en rediff, du coup, si on veut boire des bières de chez Noiseless,
On fait comment? Parce que pour le moment, à part venir vous voir à Antibes le samedi pendant que vous brassez, est-ce qu'on vous trouve si vous venez, on peut ouvrir d'autres jours de la semaine aussi. Ouais, voilà. Donc, Insta, message Insta. Ouais, message Insta. Message Insta et on envoie des cartons. D'accord. Ok, ouais, donc vous êtes. Des bons prix. Vincent dit il faut venir chez moi, oui, parce que je crois qu'il a le plus gros stock de la région parisienne. Voilà. Alors, Vincent s'est proposé pour réceptionner une palette. Ah ouais, mais maintenant qu'il a un immense appartement, il peut. Hein. Il faut la monter au premier ou au deuxième étage. Voilà. Bon, il pourra faire ça tout seul. Mais non, on envoie des cartons Chronopost. Ça marche bien, t'as vu, tu l'as reçu le lendemain. Ouais, c'était nickel. Bien emballé, parfait. Ouais, je me suis arraché sur l'emballage. Ouais, donc du coup, sur la région, on vous trouve soit à la brasserie, soit dans quelques points de vente en local. Ouais, donc dans la région, en fait, on est donc de Cannes, donc la Boca au BNB, sur Antibes. Il y a 2 restos qui sont super cool, Lulu et Jeanne. À Nice, il y a des bars, BDA, Beer District, Brewdog. Il y a aussi les cavistes, Corner, Capibé, Aléops. Et puis après sur Insta, les gens peuvent nous écrire. Ouais. Pour le moment, vous n'avez pas de boutique, on va dire de web shop ou quoi que ce soit. Par contre, un petit message privé sur Instagram, on peut passer une commande. Ouais, direct. Après, j'envoie un lien lien Stripe, et puis les gens payent. Et puis voilà. On a, à un moment donné, on était à la boîte à Houblon aussi, à Montpellier, enfin à Saint-Jean-de-Védas, parce que c'est sur le chemin quand je rentre chez moi. Donc, j'ai déposé 2-3 cartons, peut-être on en remettra là-bas. Mais ouais, c'est à peu près tout. Parce que ce qu'on fait ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais on a promis à Vincent de faire un triple TTO à Paris. Et d'amener au VNB à Cognac Angoulême. Ouais. Et d'amener quelques cartons. On aimerait bien amener quelques cartons à Paris, afin d'amener une palette avec les fûts du TTO et puis les cartons, parce qu'on a les cavistes qui nous ont contactés aussi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on n'exclut pas qu'au printemps, on ait un triple TTO à Paris et puis des cartons chez les cavistes. Ah ouais, carrément. Ça pourrait être cool. En attendant la production. Ouais, on va vous retrouver dans les belles caves parisiennes. Je pense que Vincent, il va essayer de vous maquiller quoi avec la binouse, la liquiderie, ce genre de choses. Voilà, il a déjà suggéré un programme. La caisse de bière, non? J'imagine, il est toujours fourré là-bas. Donc... Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais ouais, non, on a envie parce que, pareil, on a envie pour l'échange. Parce que si on fait un triple TTO, on va rencontrer des gens et on va. Voilà, ouais, carrément. C'est ce qui nous fait kiffer, quoi. Yes. Donc voilà. Super. Mais je sais pas si vous avez autre chose que vous voulez. Aller le voir bosser et tout, c'est vraiment le genre de truc qui nous ferait bien. Vous voulez pas venir le 18 juin à la Grande Percée, ouais. Ça va être assez fou, je crois. Ouais, je pense aussi. Ouais, il faut mais je sais pas s'il y a encore des places. Hein. Si, je crois qu'il y a encore des places. Ah, il y a encore temps, ouais. Ouais, bon, allez, on va regarder ça. Et on veut aller aussi au Lyon Beer Festival. Ah, bah si vous y alliez, moi j'y serais personnellement. Ah, tu seras? Début avril, ouais. Ce serait bien. On avait réfléchi, on leur avait demandé une place, mais on s'y est pris trop tard. Non, mais on peut y aller en spectateur. Ouais, peut-être. C'est au mois d'avril. Ouais. Début avril. Ah, on a qu'à faire 2 semaines. Est-ce qu'on a oublié des trucs? Alors, est-ce que moi, je m'étais fait une petite liste, mais je sais pas si vous avez autre chose que vous vouliez aborder. Non, on avait une note parce qu'on voulait, enfin, tous les gens qu'on voulait remercier, parce qu'on a quand même été super bien supportés par tout le monde. Mais on les a tous remerciés, je pense, en commençant par Julien au Piquarter. Et voilà, quoi. Et puis, bon, moi, j'avais noté de raconter l'explosion du fermenteur, ça s'est fait. J'avais noté de raconter la fuite de la brassade dans le caniveau. Ça s'est fait aussi. Non, je pense qu'on a tout fait. Hein. Ouais, on est bon. Super. Et cool, en tout cas, passage sur la Côte d'Azur, vous êtes tout le monde obligation de venir chez Noiseless, on ouvre n'importe quel jour, à n'importe quelle heure. C'est quelqu'un qui veut venir, on n'a pas de... Ouais, si vous nous envoyez un message, on s'adapte. On vient, on fait goûter. Super. Ça fait plaisir d'avoir des gens ici. Ce que je vous propose, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, c'est de conclure l'épisode, pour le podcast en tout cas, et après on peut continuer un peu en off sur le live Twitch s'il y a des gens qui veulent continuer à échanger. Ça évitera de faire un podcast de 2h30 parce que ça va encore faire râler les gens. Simon parle déjà assez, si en plus on fait parler tout le monde autant. Puis nous, depuis 2 heures, on picole. Donc, oui, je vous suis un peu aussi. Plus loquace.
On va toujours plus parler. Oui, toi aussi. Je pense que les autres aussi. Ouais, oui. Du coup, merci déjà à vous trois de vous être rendus disponibles pour cet épisode. C'était vraiment très cool. Merci à toi. Moi, je vais juste rappeler aux auditeurs qui me suivent que là, on était live sur Twitch, donc si jamais ils veulent suivre la chaîne, ils peuvent. Pour le moment, il n'y a pas de sub. Hein, je ne suis pas encore assez réputé sur Twitch pour ça. Par contre, si vous voulez soutenir la chaîne, le podcast ou quoi que ce soit, il y a le Patreon. Vous pouvez faire des dons. C'est en description du podcast. Ça sera en description du Twitch et partout. Et voilà, et si vous écoutez le podcast sur les applications de podcast, notamment Spotify ou Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note, un petit 5 étoiles, ça peut toujours aider pour le référencement. Voilà. Pas que Untapped, et moi j'ai pas d'Untapped, mais c'est pire. Hein. Le podcast, t'as pas les 5 étoiles, t'es au fond du trou. Hein. Exact. Ouais, c'est cool. En tout cas, c'était super cool, Alex. Merci à toi. Merci à vous trois, c'était top. Je vais conclure l'épisode, je vais lancer un petit générique de fin et on fait si vous voulez un petit off sur le live après. Ouais. Carrément. Allez. À bientôt, merci à tous. Ciao. Salut. Ciao.